Mais ils nous l'ont dit, là, des fonctionnaires municipaux nous ont dit le politique, mais pas ses culottes. Fait que, tu sais, eux autres, en les écoutant, on s'est dit, OK, je pense qu'ils ont raison. Fait que là, il faudrait que le gouvernement force les municipalités, donc les conseils municipaux, à adopter des politiques en matière de laïcité, notamment en matière de prière de rue. Puis après ça, les fonctionnaires vont avoir quelque chose. Et puis après ça, les citoyens vont être consultés. Puis What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouvel épisode du What's Up Podcast. Ici, votre animateur, Jer Alain, et j'espère que vous allez super bien. L'épisode de cette semaine est possible encore une fois grâce au soutien de nos commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Donc, un énorme merci à eux de continuer de soutenir le What's Up Podcast. Si vous êtes tanné des cafetières qui tiennent pas à route puis qui pètent tout le temps, ben offrez-vous une cafetière Bellucci. Et si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout ce qui a rapport avec le café. Situés à Varennes, allez les voir en magasin ou commander rapidement et en toute sécurité sur leur site internet au procafetière.ca. Et si vous voulez m'aider sur une note plus personnelle, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Pour 3-4 pièces par mois, accédez au podcast sans publicité et ça dès sa sortie. Donc pas besoin d'attendre des semaines avant qu'il soit disponible pour tout le monde. Fait que là, je viens de finir avec mes pubs, mais si vous aimez le podcast, je vous encourage à en parler à votre entourage, à laisser un petit thumbs up, à laisser un petit commentaire positif dans la section commentaires. Puis sinon, tout le monde, je vous dis un énorme merci et on se revoit la semaine prochaine et bon podcast tout le monde. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, très content de l'avoir sur mon podcast. Ça a pris du temps avant qu'on réussisse à avoir un rendez-vous ensemble. Quand c'était pas toi qui étais occupé ou surchargé, c'était moi qui étais malade. Je confirme. Malade comme un chien. Très content de t'avoir. Guillaume Rousseau, tu es co-signateur du rapport sur la laïcité qui vient de sortir tout récemment, rapport Pelchat-Rousseau, puis qui était la suite du scandale qui était survenu à l'école de Bedford. Puis tu es aussi professeur de droit à l'université Sherbrooke. Ouais. Fait qu'un énorme merci d'être au WhatsApp puis d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment très, très cool. Ben, merci de l'invitation, puis salutations à tout le monde. Je sais qu'il y a bien du monde qui te regarde, fait que c'est le fun d'être ici. Ouais, ben c'est ça. Puis aujourd'hui, ça va être c'est un sujet qui est quand même complexe et délicat, mais je suis convaincu qu'on va réussir à bien passer au travers de tous les thèmes. On va commencer, dans le fond, avec le rapport, parce que ça a sorti fin août 2025. Ouais. Ça a fait énormément parler. C'est un rapport qui a eu... dans le fond, vous avez eu 6 mois de consultation pour faire ça. Est-ce que c'est trop court, 6 mois? Ben, c'était extrêmement court, parce que surtout que le mandat, c'était tout l'État québécois. Donc, c'est ce qui est extrêmement large, là, des tribunaux administratifs, tribunal du logement jusqu'au ministère de la Famille, en passant par les hôpitaux, les garderies, les cégeps, les universités. C'est pas juste le milieu scolaire. Là. Non, au contraire. En fait, ce qui avait été exclu du mandat, pas complètement, mais qui est dans le mandat là, que le gouvernement nous avait donné, c'était comme vraiment pas notre priorité, c'était primaire, secondaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà eu justement l'enquête sur l'école Bedford. Ensuite, il y avait eu une enquête sur 17 autres écoles. Puis après ça, il y avait déjà un projet de loi de M. Drainville à l'époque à l'éducation. Fait que le gouvernement, dans le fond, ce qu'il se demandait, c'est est-ce qu'il y avait d'autres Bedford, d'autres cas d'institutions publiques avec de l'entrisme religieux, des influences, des effets néfastes, mais peut-être pas dans le système d'éducation où il y avait déjà un peu fait le tour, mais dans d'autres institutions sous juridiction québécoise. Fait que là, nous, il fallait regarder tout ça en 6 mois, donc c'était extrêmement court, mais on avait une bonne équipe, là, secrétariat, la direction de la laïcité du secrétariat au la réforme démocratique accès à l'information laïcité. Bref, on avait une équipe de fonctionnaires avec nous, fait que on a eu une belle collaboration. Chaque fois qu'on en appelait du monde dans des CPE ou des cégeps pour avoir des rencontres, rapidement les gens dégageaient des places dans leur agenda. Fait qu'on a eu une belle collaboration, une belle équipe pour la rédaction de la recherche. Fait que ça a bien été, mais c'était disons que j'ai pas eu des grosses vacances l'été passé. Ouais, on va dire ça de même. Ah non, c'est sûr et certain. Hein. En plus, tu veux y mettre, comme qu'on dit en bon québécois, tu veux y mettre la gomme là, pour faire sûr et certain que ça soit c'est à peu près 300 pages, rigoureux. Ben, c'est ça, je me disais, je vais le lire tout à l'heure, j'ai fait, je vais peut-être me considérer ça juste aux recommandations que je vais lire plus rapidement. Mais, ouais, c'est ça.
500 consultations que vous avez faites environ. Ouais, ben il y avait toutes sortes d'affaires. Il y a des fois où on rencontrait des gens, habituellement notre demande, vraiment sur Teams, ou une fois ou deux en personne, mais habituellement sur Teams pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Tu sais, vraiment des décideurs ou des gens sur le terrain, là, des gens dans des CPE qui ont toutes sortes de demandes pour des menus halal, puis il y a toutes sortes d'affaires. Là. On s'assoyait là, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, on leur posait toutes nos questions. Quelqu'un prenait des notes. Fait que ça, on a fait 38 entretiens comme ça, entre une demi-heure, 3/4 d'heure, une heure. Des fois, il peut y avoir une personne, des fois 12. Fait que ça a été le cœur de notre enquête. Ensuite, effectivement, il y avait un questionnaire. En fait, il y avait un sondage en ligne, des centaines de personnes, soit des employés du secteur public, soit des citoyens, donc des bénéficiaires des services publics essentiellement. Là, il y a eu des centaines et des centaines de personnes. Plus, on avait un autre questionnaire dans des dizaines et des dizaines de ministères, organismes, des dizaines et des dizaines de municipalités. Fait qu'on avait vraiment plein d'outils pour consulter, ce qui fait qu'on avait beaucoup de matériel, plus tous les jugements, toute la littérature scientifique, là, plus les autres trucs plus théoriques. Fait qu'on avait vraiment beaucoup de matière pour appuyer nos recommandations. Est-ce que la contrainte du court temps fait que... ben là, j'ai juste manque de rigueur, mais tu sais, est-ce que ça vous enlève pas, maintenant, un fait d'aller au sens plus large puis d'aller encore plus creux, tu sais, pour... Y a-tu des... tu sais, oui, il y a des fois, il y a des questions que j'aurais aimé ça peut-être pousser puis qu'on n'a pas eu le temps. Tu sais, comme mettons, bon, on pourra peut-être en parler en détail tantôt si ça t'intéresse, mais tu sais, les accommodements religieux, on était beaucoup là-dessus. Puis tu sais, souvent, ce qui revient dans les accommodements religieux, c'est la question des congés religieux. Puis là, l'excuse, le prétexte ou la raison, là, on appelle ça comme tu veux, mais c'est de dire, le calendrier il est chrétien, donc les chrétiens, ils ont comme leur jour de congé qui est déjà prévu. Ceux qui sont pas chrétiens, mais là, il faut qu'ils travaillent leur jour de congé, donc pour respecter l'égalité, faut comme leur donner un jour de congé supplémentaire. Ça, c'est un petit peu la logique des accommodements religieux. Fait que là, nous, on a joué sur le fardeau de preuve, là, c'est un peu technique, je pourrais te l'expliquer tantôt si ça t'intéresse, mais par ailleurs, une réflexion qu'on n'a pas eu le temps de faire, c'est-tu vrai tant que ça que le calendrier il est religieux, il est chrétien, puis y aurait-tu moyen un petit peu de le modifier? Tu sais, il y a des par exemple, parce que moi j'ai réalisé par exemple que la fête des pères au Québec, ça donne que c'est pas le jour de Saint-Joseph. Fait que ça, c'est une fête au Québec qui est pas religieuse, alors qu'ailleurs, ça l'est. Ouais. Fait que là, ça permet un petit peu. Fait que même des jours religieux, il y en a pas tant que ça, là. Ben, même t'sais, Noël, tu sais, quand on dit ça. Noël. C'est ça, après ça, on peut débattre, exact. La plupart de tous les Québécois sont zéro religieux, là, tu sais, ça a aucune connotation, c'est plus traditionnel que... Exactement, fait qu'il y a cet argument-là, puis il y a l'argument, tu sais, puis là, après ça, il reste, mettons, le lundi de Pâques ou le vendredi saint, là, tu dis, ouais, ça, c'est plus, tu sais, bon, il y a une connotation religieuse, mais tu sais, y aurait-tu moyen, mettons, de dire, ben, cette journée-là, finalement, on la garde congé parce que c'est une habitude, puis ça vient de l'histoire, puis la laïcité, c'est de regarder pas vers l'avant, mais sans effacer tout le passé. Mais on aurait pu dire, bon, on appellera plus ça vendredi saint ou on appellera plus ça lundi de Pâques, on va trouver autre chose. Là. Ça peut être la journée pour la fête de la laïcité. Ouais, qu'on a proposé, qui a été mal reçu. C'était quasiment notre plus controversé, on s'attendait pas à ça. Mais effectivement, ça pourrait être la journée de la laïcité ou ça pourrait être, mettons, là, tu sais, de cette temps-ci, on parle beaucoup des Autochtones, ça pourrait être, je sais pas moi, la journée Louis Riel. Oh, mettons, là, faudrait trouver une raison historique pourquoi ce serait le lundi de Pâques, là, mais tu sais. Mais bref, il y aurait eu moyen de dire, OK, c'est une chose de moins permettre de congés religieux, mais on peut-tu regarder notre calendrier puis renommer peut-être des journées ou, tu sais, trouver quelque chose d'autre parce que c'est pour les patriotes, c'est ça qu'on a fait, tu sais, c'était la journée de c'était la journée de la fête de la reine Victoria. Ouais, au début. Ouais. Donc, on avait un petit peu rien à cirer au Québec. Après ça, dans les années 20, 30, les nationalistes ont essayé d'en faire de la fête de $. Puis là, après ça, les historiens ont dit, ouais, c'est peut-être un petit peu $, c'est peut-être pas si grandiose qu'il a fait, là, quoi qu'il y a une controverse. Puis là, maintenant, on a dit, bon, on va en faire une journée des patriotes, mais on va pas ajouter un jour férié, parce qu'ajouter un jour férié, ça veut dire que le monde travaille moins, ça veut dire qu'on est moins riche. Fait que personne ne va ajouter de jour férié. Moins de productivité. Donc, exactement, t'as tout compris, moins de PNB, donc de produit national brut. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que tu prends un jour qui existe déjà, puis là, t'enlèves son nom religieux, puis tu consacres... Tu le consacres à autre chose. Fait que ça aurait été un moyen. Fait que là, mais c'est pas simple, là. Puis tu sais, on en parle, puis je te sors des hypothèses, c'est pas parfait. Fait que ça, si on avait eu le temps de regarder ce qui se fait dans d'autres pays, on aurait poussé à la réflexion, on aurait parlé à des experts, on aurait peut-être pu arriver à quelque chose là-dessus, on n'a pas eu le temps. Mais on a quand même près d'une 50aine de recommandations, fait qu'on a quand même eu le temps de faire pas mal le boulot, je pense. Ouais. Tout à l'heure, tu t'as parlé que ça a bien été, chaque personne que vous avez demandé à parler, ça a bien été, puis était enclin à vouloir participer. Mais est-ce qu'il y en a qui ont été réfractaires? Parce que, tu sais, le mandat que Legault vous avez donné, c'est ben, je sais même pas si c'est tant sous-entendu, mais c'est de renforcer la laïcité, tu sais. Fait que déjà là, à base, c'est
c'est politique, fait qu'il y en a qui auraient pu être contre ou c'est ça réfractaire. Ouais, mais en même temps, par exemple, les groupes religieux, ben là, c'est peut-être qu'il y en a que certains qui sont contre le renforcement de la laïcité, mais là, ils font la chaise vide. Là, ils refusent de nous parler, ils n'envoient pas de mémoire. Bon, ben nous autres, on va juste pas tenir compte de leur point de vue, là, à moins qu'ils soient vraiment dans l'espace public tellement que là, dans notre littérature, on les voit, mais c'est comme ils risquent de perdre, ou ils nous font valoir leur point de vue. Là, ça veut pas dire qu'on va nécessairement être d'accord, mais au moins, on va l'avoir en tête. Peut-être qu'on va nuancer nos recommandations pour renforcer la laïcité. Mais pour de vrai, il y a comme 1 ou 2 recommandations qui sont clairement pour les religions, là, pour les minorités religieuses. Par exemple, il y en a une qui dit, parce que la façon que ça marche au Québec, c'est que quand tu modifies un règlement de zonage, souvent, les gens affectés, là, les voisins du terrain, mettons, ou de l'endroit où on modifie le zonage, peuvent bloquer ça par référendum. Okay, c'est de même, ça marche dans l'Ouest, c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est ça. Puis souvent, ce qui arrive quand on veut modifier le zonage pour permettre un lieu de culte, par exemple une mosquée ou un temple d'une religion quelconque, mais souvent, les gens autour peuvent décider, non, on fait un référendum, puis on bloque le changement de zonage parce qu'on n'en veut pas. Soit parce que ça fait de la circulation automobile, soit les gens aiment pas la religion, soit parce que les religions, ils payent pas de taxes. Fait que là, si l'Église, elle paye pas de taxes, les autres citoyens vont payer plus de taxes, là, mathématiquement. Fait que toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons, les gens s'opposent à ça. Là, nous, on dit, bon, c'est quand même important la liberté de religion. Puis là, on dit, nous, on veut interdire à certains endroits, on pense pas qu'il devrait y avoir de salles de prière dans des cégeps, là. Par exemple, il devrait probablement pas en avoir dans les universités, quoi qu'on laisse un peu les universités décider. Fait que là, on dit, bon, mais si on interdit un peu les prières dans les institutions publiques... Faut qu'il y ait en quelque part. Exactement. Ouais, puis même, en parlant du monde dans des cégeps, on a remarqué qu'il y a des places, là, c'est pas gérable, là. Ils se font demander des lieux de prière à tout bout de champ. Il y a des prières dans les cages d'escalier, des ablutions, il y a des salles de bain qui deviennent des lieux religieux, là, où le monde se lave les pieds puis tout, là, c'était complètement, là, ils ont perdu le contrôle dans certains cégeps, mais les cégeps qui ont moins perdu le contrôle, c'est entre autres ceux, des fois, qu'il y a des lieux de culte pas loin. Fait que là, quand les associations étudiantes un peu intenses à la religion viennent les voir, ils disent, regardez, là, il y a un temple, là, à 2 coins de rue, là, fait que non, il y aura pas de prière, il y aura pas de salle de prière, puis il y aura pas de prière dans les cages d'escalier, puis si on vous pogne à faire des prières dans les salles d'escalier puis dans les toilettes, on envoie la sécurité. Mais les étudiants religieux, ils ont lieu de culte juste à côté. Ouais. Quand il n'y en a pas de lieu de culte à côté, c'est plus difficile. On peut quand même avoir une ligne ferme puis dire il n'y a pas de prière, c'est pas vrai que la cage d'escalier va devenir une mosquée ou une église, mais c'est plus difficile à gérer. Fait que là, on s'est dit, il faut de la fermeté. Un cégep, c'est pas une église à ciel ouvert ou enfermée ou quoi. Mais ça peut être bon qu'il y ait quand même que les minorités religieuses puissent construire. Autrement dit, la religion, ça a sa place à la maison, ça a sa place au temple, ça a peut-être pas sa place au cégep. Mais plus on insiste pour dire que ça n'a pas sa place au cégep, faut être cohérent puis dire, mais à la maison, ça a sa place, puis dans les lieux de culte, ça a sa place. Faut offrir il y a ça aussi. Puis ça, c'est moins des groupes religieux, mais des groupes non religieux avaient pu nous sensibiliser à ça, mais c'est vraiment une experte, là. Solange Lefebvre, on n'a pas la nommée de l'UDM qu'on avait rencontrée, puis là, elle nous a parlé de ça, puis on a dit, ben oui, pourquoi pas. Fait que c'était un petit peu ça, tu sais, les groupes qui étaient pas nécessairement pour la laïcité, ou les experts, elle, par exemple, c'est une experte d'un groupe qui s'opposait à la loi sur la laïcité, je pense qu'elle est pour la laïcité au sens large, là, mais tu sais, elle était pas nécessairement une proche, quelqu'un qu'on pense proche idéologique de moi et Christiane Pelchat, mais on l'a entendu pareil, puis il y a plein d'experts qui étaient contre la loi 21 qu'on a entendu. Fait qu'on a été super écuménique, pour prendre le mot un peu religieux, là, des gens qui ont plein de religions qui se parlent entre eux. On était dans cet esprit-là. Donc, c'est ça. On n'a pas tant rencontré de gens qui étaient fermés. Pour vrai, là. Fait que ceux qui vous accusent, dans le fond, là, d'avoir été très partisans, puis tu sais, avoir une vision un peu unilatérale là, de c'est quoi la laïcité, c'est pas vrai, là. Non, c'est ça. Vous avez essayé, vous avez fait l'effort d'aller chercher des avis contraires au vote pour justement essayer d'être nuancé, puis d'essayer d'amener, c'est ça, d'autres visions qui pourraient vous avoir sorti de celle que vous aviez à la base. Ouais, exactement. Puis ça, c'est pour ça que quand il y a eu des critiques de notre rapport, tu sais, pas autant s'il y en a des bonnes, puis c'est normal qu'il y ait des critiques, puis c'est correct. Mais tu sais, s'il y en a des bonnes, je pense que je serais capable de le reconnaître puis dire ouais, ça on a peut-être manqué de temps, puis quelqu'un a vu qu'on avait un angle mort là-dessus, mais tu sais, pour vrai, c'était mauvais, là, la plupart des critiques qu'on a eues, tu sais. Yves Boisvert, on y a répondu, Alexandre Dumas y a répondu, parce que c'était comme ben là, vous avez pas cité les opposants.
à la loi sur la laïcité. Puis là, on peut donner comme 4-5 exemples Où est-ce que vous on les avait cités. Puis il y a même des recommandations qui viennent carrément de gens qui sont opposés à la loi sur la laïcité, mais sur certaines affaires, on est capable d'être d'accord. Fait que tu sais, on citait à pleine page des chercheurs qui sont, par exemple, des témoins experts opposés à la loi sur la laïcité. Là. Fait que ça, c'était vraiment mauvais de nous reprocher ça parce qu'on avait fait cet effort-là. On aurait pu pas le faire. Là. Ça aurait été plus simple de pas le faire. Ouais. On l'avait fait, mais là, il y a des gens qui... C'est comme ce qu'on appelle un billet de confirmation. Fait que les gens se disent « Ah, c'est Pelcha Rousseau », fait que ils vont juste citer les gens d'accord avec eux, fait qu'on va les critiquer pour ça. Mais ils ont pas lu le rapport. C'est ça, tu l'as-tu lu, le style Exactement. rapport? Puis là, dans certains cas, ça avait été soit pas lu ou soit lu très rapidement, avec un billet de confirmation de dire « Il doit pas citer les gens contre lui, fait qu'on va trouver 2-3 bouts où il cite pas, puis on dit qu'il cite pas, mais non. » Non, ça marchait juste pas. Fait que, tu sais, pour vrai, ça a été l'espèce de petit boulot là, d'après-vente, de dire on fait le rapport, puis après ça, on répond à ceux qui le critiquent. Là, ça a été le bout de facile, là, parce que c'était pas impressionnant, honnêtement. Là. Ben, tu sais, c'est ça, mais en même temps, ça montre une société saine, justement, démocratique, quand que ceux qui sont à l'opposé de toi puissent le faire, puissent s'exprimer, puissent te critiquer, puis que toi, tu puisses répondre. Puis tout ça dans un format où on s'envoie pas, idéalement, des insultes, puis des étiquettes. Puis non, ça, c'était le fun pour ça. Je salue le travail. Donc, ça, c'est la presse et le devoir. Donc, dans les deux cas, ils nous ont permis de publier une réplique. Par contre, le devoir, ensuite, il y a eu une petite controverse sur l'avortement. Parce que dans le rapport, on dit que dans la région de l'Outaouais, il n'y a pas de service d'avortement dans les hôpitaux. Donc, il y a une espèce de clinique privée où on peut y aller, puis c'est gratuit, c'est remboursé par l'État, mais c'est comme une clinique privée. Puis l'argument de ma coprésidente, c'est essentiellement elle qui a rédigé ça, mais j'ai signé puis je suis d'accord avec elle, c'est de dire c'est pas normal là, qu'il y ait une région au complet grosse comme l'Outaouais où il n'y a pas de service, ou en tout cas il peut y en avoir là, quand l'avortement est tardif et tout, puis après ça il y a plein de nuances, mais en gros il n'y a pas tant de services d'avortement dans les hôpitaux à Gatineau, puis c'est pas normal. La c'est quatrième plus grosse ville du Québec. Ouais, non, ça n'a aucun sens. Puis moi, je connais pas ça l'avortement, mais je connais les grossesses. J'ai eu une couple d'enfants. Fait que moi, je faisais l'analogie. Je disais, c'est comme si on disait dans une région, en matière de grossesse, là, toutes des cliniques de sage-femme. Tu peux pas aller à l'hôpital. Voyons, tout le monde sait qu'une femme a le droit de décider, soit elle va à l'hôpital, puis ça allait mieux aller à la clinique de sage-femme, à la clinique de sage-femme, puis ça vire mal, après ça, elle peut aller à l'hôpital. T'sais. Tout le monde sait ça, là, on se pose même pas la question. Pourquoi en matière d'avortement, là, ça devient un peu compliqué, puis l'hypothèse, on avait certaines preuves historiques, c'est qu'à l'origine, il y avait les religieux contrôlaient les hôpitaux, puis ils en voulaient pas tant de services d'avortement quand ça a été légalisé. Puis là, il reste un petit peu de ça. L'héritage. Exactement. Fait que là, nous, on dit, bon, mais il faut faire sauter ça, puis ça en prend des services d'avortement à Gatineau. Puis là, il y a comme eu une petite controverse parce que il y en a plein qui disent, ben la clinique d'avortement là à Gatineau privée, là, mais remboursée par l'État, elle fait très bien son travail. Pourquoi vous attaquez à elle? On s'attaque pas à elle fait bien son travail, c'est juste qu'on pense qu'il devrait aussi avoir les services plus d'offres à l'hôpital. C'est comme ici dans une région, tous les accouchements se font à la maison de sage-femme, j'aimerais ça qu'il y en ait à l'hôpital. Je suis pas en train de dire que la maison de sage-femme fait pas son travail. Tu veux pas la réduire. Exactement. Fait que là, il y a eu une controverse là-dessus, puis là, c'est comme si l'association Planning Familial, plein de gens avaient l'air à dire qu'on avait dit qu'il y avait, en tout cas, qu'on n'avait pas tout fait les nuances, alors qu'il était là les nuances, mais c'est comme un peu compliqué. Puis là, à Mané, le devoir, il y avait un titre qui était, tu sais, c'est comme genre, c'était quasiment le rapport Pelcha Rousseau a tout faux sur les cliniques d'avortement. C'était quasiment ça le titre, là, c'était ridicule. Fait que là, on leur fait une réponse à l'article pour dire non, ce qu'on a dit, c'est exact. Là, ils refusent de publier notre réplique, mais ils changent un peu le titre de leur article. T'sais, en nous donnant un peu raison. Là. Fait que ça, c'est le pire qu'on a eu. Bon, c'est la vie. Mais sinon, la presse puis le devoir, ils ont publié nos répliques. C'est un peu de mauvaise foi, t'as raison. En tout cas, c'était limite. Là, puis je suis pas un spécialiste d'éthique journalistique, là, fait que je m'avance pas trop. Mais idéalement, il aurait publié notre réplique. Là, c'est clair, qu'il me semble que c'était la chose à faire. Là. Puis un autre point pour montrer que vous avez été... vous avez voulu voir toutes les visions. Il y a un de vos points, justement, qui est de dire que de prévoir que les organismes publics à la lutte contre la haine, ben que ça soit pas juste fait en forme de une religion, mais sur toutes les religions, tu sais. Exactement. Puis ça, vois-tu, c'est pour ça que je pense, une des forces du rapport, c'est que c'est pas juste un truc théorique. Oui, c'est un peu théorique, là, puis on définit les grands principes, on cite des grands auteurs et tout, là, mais tu sais, le 3/4 de nos réflexions, c'est qu'on a parlé à du monde. Tu sais, je me suis assis de même, là, mais c'était sur Teams, mais c'est comme si on était assis de même, puis tu sais, je parlais à quelqu'un là, qui applique la laïcité au jour le jour, là, mettons à Laval ou à Montréal, ou tu sais, dans des villes où il y a des vraies questions de même. Puis là, ben tu sais, les responsables là, des cadres de municipalité disaient, tu sais, nous, quand on a eu un problème, mettons, de haine contre telle religion,
ben là, on se faisait dire qu'il fallait créer un poste de lutte à la haine contre telle religion. Mais là, si on faisait ça, l'autre religion allait nous dire, ben là, nous autres aussi, on est victimes de haine. Fait que là, on se serait retrouvé dans une espèce de spirale de revendication, tu sais, plutôt que d'apaiser la situation, ça aurait créé une espèce de concurrence victimaire. Fait qu'on a dit, non, on va créer un poste qui va combattre la haine contre toutes les religions. Puis là, c'est sûr que s'il y a une flambée d'antisémitisme, ben cette personne-là, elle va être pour protéger les Juifs pendant une couple de semaines, là, parce que ça brache au Proche-Orient, puis là, ben il y a des synagogues qui sont vandalisées. C'est sûr qu'il va se concentrer là-dessus. Là. Il s'agit pas de traiter toutes les religions égales, là, on répond aux besoins, mais en théorie, le titre du poste doit être pour toutes les religions. Fait comme ça unit le monde plutôt que de les diviser. T'sais. Fait que là, c'est juste un acteur terrain qui nous a dit ça, puis on a comme fait. Puis il nous disait, puis ça marche, tu sais, on l'a fait, puis ça marche. Alors que dans d'autres villes où il nommait quelqu'un contre une seule religion, ben là, c'était controversé. Fait que là, t'es déjà, quand t'es là pour lutter contre la haine, la dernière chose que tu veux, c'est une controverse, là, de dire, ouais, mais là, tu sais, ça marche pas, puis il y a du monde qui trouve que ton poste a pas d'allure. Non, tu veux pas ça, là. Faut que tout le monde soit uni derrière toi pour que tu puisses combattre la haine. Fait que ça, on a vu ça sur le terrain, que ça marchait, ça marchait pas. Fait que là, on dit, ce qui marche, là, ça devrait être étendu partout. Fait que c'était beaucoup ça, la méthode, finalement, du rapport, c'était de dire, allons voir sur le terrain ce qui se passe, là, quand il y a des bonnes pratiques, là, quand ça marche, là. Quand tel cégep, là, eux autres, ils gèrent ça, des étudiantes au visage couvert, ils savent quoi faire avec ça, les cages d'escalier qui deviennent des mosquées, là, ils voici qu'est-ce qu'ils ont fait pour bien gérer ça, puis là, ils en ont plus de problème. Fait qu'on prend ça, on note ça, puis après ça, on va voir les cégeps qui ont des problèmes, qui sont pas capables de gérer ça, puis on dit, faites comme ceux qui sont capables de gérer ça. Mais tu sais, pour faire ça, faut comme que quelqu'un aille sur le terrain, parler à tout le monde pour étendre les bonnes pratiques. Puis personne l'avait fait avant nous, tu sais, depuis en tout cas longtemps. Fait que c'est beaucoup ça le rapport, de voir qu'est-ce qui marche pour proposer de régler des problèmes là où il y en a. Plutôt que d'inventer des solutions d'intellectuels. Là. Ben c'est ça, on va rentrer dans le rapport, là, parce qu'on en a parlé un peu en large. Ben c'est ça, tu sais, qu'un des points qui était justement en train de parler, c'est les cégeps. Vous avez dit que autant les cégeps que les services publics, que les personnes faudrait qu'ils soient interdits d'avoir le visage couvert. Ouais. C'est ça? Exactement. Parce qu'on a constaté... beaucoup à Montréal, donc beaucoup d'étudiantes au visage couvert. Donc, c'est... Moi, je n'avais déjà entendu parler, tu sais, mais avant de faire un rapport, de parler à du monde, c'était limite une rumeur ou du oui-dire. Là, on a parlé à du monde sur le terrain, tu sais, avec plusieurs témoignages concordants, dans plusieurs cégeps, donc, pis pas juste 2-3, là. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, il y en a qui ont voulu interpréter ça de même, là, que, ils prennent de quoi d'un peu anecdotique ici et là, puis ils veulent en faire de quoi de très gros, tu sais. Mais, fait que ça ressemblait à quoi les témoignages que vous avez eus? Donc, c'est vraiment qu'il y en a, là, tu sais, on n'a pas de nombre exact, on n'a pas fait un recensement, mais, tu sais, on sait que c'est pas 2-3, là, c'est plus de 10, là, voire 20-30 dans certains cégeps, donc, des étudiantes au visage couvert. Donc, ça... On nous l'a dit, puis il y a plusieurs témoins, puis autant le DG du cégep le sait, les profs le sait, le syndicat le sait, fait que là, tu sais, c'est comme pas genre une source un petit peu louche qui nous l'a dit, un prof un peu craqué sa laïcité. Non, c'est plein de sources, fait que là, on le sait, ça, c'est du solide. Ensuite, ce qu'ils nous disent, c'est carrément, il y a carrément des profs qui nous ont dit, c'est dur psychologiquement, là. Tu sais, t'as une classe, là, pis t'en as 2-3, là, tu vois pas leur visage. Tu sais, c'est pas le fun, là. Pis c'est moi j'enseigne, je suis prof dans la vie, pis tu sais, OK, je comprends, là, quand un prof de cégep me raconte ça, je fais comme, OK, je suis de ton bord, là, tu sais, je comprends, là, ça a aucun bon sens. Pis tu sais, il y a un concept en enseignement qu'on appelle la relation pédagogique. Tu sais, il suffit pas juste de parler, d'être dans son monde, puis de parler quand on enseigne, là. Tu sais, ça se passe dans les yeux, ça se passe dans, faut que tu sois en contact avec tes élèves, tu vois leur non-verbal, tu sais, bon, tu sais, il y a une relation pédagogique, une relation d'aide à certains égards. Écoute, quand personne, tu vois pas son visage, là, tu cancelles la relation pédagogique. Là, c'est clair que ça nuit. Là. Fait que ça n'a juste aucun bon sens d'avoir des visages couverts dans l'enseignement. Bon, fait que ça, c'est le premier constat qu'on a fait comme terrain. Là, ça nuit. Puis après ça, une fois qu'ils sont diplômés, là, parce que là, c'est parce qu'on nous a dit que c'est depuis la pandémie qu'il y a ça. Fait qu'on peut penser 2021, 2022... Fait que là, c'est peut-être ces jeunes filles-là sont probablement pas encore sur le marché du travail, ou en tout cas, où ils commencent, sont pas encore arrivés à l'université. Fait que, mais ça marche pas là, sur le marché du travail, là, à moins d'être dans la communauté, dans un truc vraiment niché. Ça marche pas, là. Faut leur dire là, que ça fonctionne pas. L'adaptation au marché du travail. Ça marche pas, là. Tu peux pas avoir le visage couvert comme ça. Fait que ça, c'était le premier point. Fait qu'il y a l'argument très terrain de dire ça ne marche pas au niveau pédagogie. L'autre argument, c'est plus ma coprésidente Christiane Pelcha qui l'a développé. Elle a dit que c'est carrément contraire à la dignité des femmes. T'sais, c'est carrément parce que
sais, l'idée derrière, là, c'est que comme une femme, c'est tellement indigne qu'il faut cacher ça, là. Puis là, son argument, c'est de dire... Puis là, la réponse, toujours dire « Ouais, mais c'est un choix. » Tu sais, « Ouais, mais elle a choisi. Elle veut avoir le visage couvert. » C'est toujours ça l'argument qu'on nous fait. Mais Christiane, elle répond à ça. Mais la femme, là, qui renonce à sa dignité, là, elle renonce à sa dignité individuelle à elle, mais elle renonce à la dignité de toutes les femmes. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit « Ben moi, en raison de ma couleur de peau, là, j'accepte d'être payé moins que les autres. » Okay, tu renonces à ta dignité, mais tu renonces à la dignité de toutes les gens de ta couleur de peau, là. Fait que non, on peut pas te laisser faire. Tu sais, l'argument libéral de dire ben chacun choisit, puis on se met. Non, un moment donné, ça a des limites, là. Puis là, visage couvert, dans le cadre d'une idéologie qui pense que les femmes sont indignes, là, on a atteint une limite. Puis l'idée, c'est de dire l'État a pas. Faut pas que l'État s'associe à ça. Puis là, tu sais, à la limite, si on voulait aller plus loin, on l'interdirait partout dans l'espace public comme en France, sauf dans les lieux de culte, je pense, où c'est permis. Bon, on pourrait aller jusque-là, mais nous notre argument, c'est à dire au moins dans les espaces de l'État, au moins dans les services publics, parce que il faut que d'aucune manière l'État québécois soit associé à ça. Comme c'est normal, tu sais, moi je suis dans un bureau du gouvernement, puis ça se promène au cégep, là, puis visage couvert, c'est normal, tu sais, le gouvernement tolère ça, là, non. Mm-hmm. Après ça, dans la rue, ce serait un autre niveau, là, puis là, je laisse le débat en société, j'ai pas d'opinion forte là-dessus, mais dans le rapport, on s'est dit, dans les services publics. Mais, tu sais, la laïcité demande que les personnes en autorité de la fonction, des fonctionnaires, tu sais, il n'y ait pas de signes religieux, il n'y ait pas de port, mais vous l'avez, mais elle n'est pas appliquée, par exemple, aux fonctionnaires. Ouais. Normal, tu sais, genre qui n'ont pas de position d'autorité. Ça, vous avez pas voulu aller plus loin là-dedans ou Non, encore parce que encore là, tu sais, on a parlé aux gens sur le terrain, puis il y a personne qui nous a dit OK, là moi je suis dans un service hospitalier, puis l'interdiction du port religieux, du port de signes religieux, ça s'applique pas, puis là il y a toutes sortes de chicanes entre différentes religions à cause de ça, puis là vous devez interdire ça parce que mon milieu de travail est devenu ingérable. Il y a personne qui nous a dit ça. Fait que c'est une autre manière de voir que vous êtes nuancé. Ben ouais, exactement. Si vous avez été, en tout cas, moi, ça serait un peu mon opinion, là, si je vois du monde qui sont crinquants tabarnak sur la laïcité, ben, n'importe où, ce qu'ils peuvent la renforcer puis la plugger, ils vont la pousser pour la rentrer dans la gorge de force, tu sais. Puis en tout cas, moi, jusqu'à date, c'est pas ça que vous semblez me dire. Non, c'est ça, parce qu'on est vraiment parti du terrain, tu sais. Fait que les étudiantes au visage couvert, on l'a pas inventé, c'est des profs de cégep qui ont voulu nous parler. Fait que là, on a dit, OK, là, il y a un enjeu, on vous écoute, il y a un enjeu, on parle au DG, on parle aux autres. Tout le monde nous confirme que c'est un enjeu, on fait une recommandation. Les fonctionnaires autres que ceux en autorité avec leurs signes religieux, personne nous a parlé de ça. Fait qu'on n'a pas inventé un problème où... Tu te dis pas que ça existe pas, là, tu sais, on avait 6 mois, on avait des moyens limités. Ouais. Mais c'est pas venu à vos oreilles. Mais c'est ça, tu sais, honnêtement. Fait que c'est ça qui explique qu'on n'est pas allé là, même si je peux comprendre le raisonnement qui pourrait... T'sais. Puis l'autre affaire aussi qui ressort du rapport, c'est que souvent on parle de laïcité puis on parle d'interdiction, puis ça fait partie de ça, puis c'est correct d'en débattre. Mais ça sur quoi on a essayé d'insister, c'est que dans le fond, là, les interdictions sont là pour respecter des droits. C'est-à-dire, nous, ce qu'on a beaucoup insisté dans le rapport, puis c'est dans la loi, c'est qu'on a un droit à des services publics laïques au Québec. Mettons, moi, je me pointe au bureau de la SAQ pour avoir mon permis de conduire, là. Puis le fonctionnaire, il a le visage couvert pour des services religieux, puis c'est un monopole de l'État, puis j'ai pas le choix d'y aller. Excuse-moi, mais on respecte pas mon droit à des services publics laïques, là. On respecte pas ma liberté de conscience, parce que moi, je suis opposé à ça, les gens qui ont le visage couvert, parce que je connais l'idéologie derrière ça, puis ça vient me chercher, puis je veux pas, j'ai pas affaire avec un fonctionnaire. Puis là, je suis obligé, parce que c'est un monopole de l'État. Fait que nous, on insiste sur le rapport, dire toutes les interdictions, en fait, là, c'est pour respecter le droit à des services publics laïques. Puis là, nous, on propose d'ajouter même un nouveau droit, de dire que pour les travailleurs de l'État, au sens large, le droit de travailler dans un environnement laïque. D'où le lien avec l'interdiction du visage couvert des étudiantes. Dans le fond, c'est pour protéger les profs, là. Tu sais, quand t'es prof, là, t'es là pour enseigner la science ou la philo. Si t'es pas là pour être avec des pubs religieuses ambulantes, là. Tu sais, fait que t'as le droit d'un environnement minimum de laïcité. Fait que dans cette optique-là, on se propose d'interdire le visage couvert. Fait qu'on est vraiment dans une logique où on a des droits. Pour l'instant, c'est le droit des services publics laïques. Nous, on propose d'ajouter le droit des travailleurs de l'État de travailler dans un environnement laïque, puis le droit des enfants qui fréquentent des institutions de l'État d'être protégés contre les pressions religieuses. Donc, on aurait ces 3 grands droits fondamentaux-là.
Puis après ça prend des interdictions, puis ça prend des mécanismes, puis ça prend des plaintes, puis ça prend des recours, puis ça prend des sanctions. Mais ça, c'est l'accessoire, là. Ce qui compte, c'est qu'on ait ces droits-là. C'est exactement la même chose dans la loi 101. Dans la loi 101, là, t'as le droit de travailler en français, t'as le droit des services en français, t'as le droit de t'exprimer dans une assemblée délibérative en français, etc., etc. Puis après ça, ça prend toutes sortes d'obligations pour obliger les employeurs à permettre au monde de travailler en français. Puis là, ça prend des plaintes, puis des commissions, puis des offices, puis des... Mais ça, c'est accessoire. Là. Le but, c'est d'avoir des droits liés au français. C'est la même chose en laïcité, mais souvent, la communication gouvernementale est pas tout à fait de cette manière-là. Fait qu'on essaie d'un petit peu de recadrer ça. Puis on espère que le projet de loi va aller dans ce sens-là. Là. Tu viens d'en parler, dans le fond, tu as parlé un peu de protéger les enfants des pressions religieuses. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est les CPE, là, les centres de la petite enfance. C'est quoi que vous avez découvert là-dedans? Ouais, très bonne question, parce que comme je disais plus tôt, nous, on avait le mandat de regarder tout ce qui relève de l'État québécois, puis c'est extrêmement large. Là. C'est vraiment là, les services de l'État québécois, là, puis y compris les municipalités. Fait que c'est vraiment, à part les bureaux de passeport, il y a pas grand-chose qui relève pas de l'État québécois au sens large, incluant les municipalités. Fait qu'on devait regarder tout ça, sauf primaire, secondaire, parce que ça avait été déjà un petit peu couvert. Puis globalement, il n'y a pas d'enjeu de laïcité partout. Tu sais, honnêtement, là, on le dit dans le rapport, il y a des places où ça se déroule bien, il y a une couple d'accommodements religieux, mais c'est plutôt bien géré. Mais là où il y a vraiment des enjeux, là, c'est CPE puis cégep. Ce qui est logique, parce que souvent, la laïcité, le cœur de la laïcité, là, c'est vraiment l'éducation. C'est là où il y a le plus d'enjeux. Puis là, comme je vous dis, primaire, secondaire, c'était comme déjà un petit peu réglé. Il y avait eu des enquêtes, il y avait déjà un projet de loi. Fait qu'un coup qu'on touchait pas à primaire, secondaire, spontanément, logiquement, c'était cégep, CPE, cégep, un petit peu moins université, qui allait qui était susceptible de ressortir. Et effectivement, c'est ce qui est ressorti dans nos entretiens. Fait que CPE, ce qu'on a découvert, un peu de jeûne chez les enfants, mais moins qu'aux écoles primaires. Je disais qu'on était parlé sur l'école primaire, mais on a découvert qu'il y a beaucoup d'enfants qui jeûnent dans les écoles primaires. On pourra y revenir si ça t'intéresse. Mais CPE, c'est beaucoup des menus. Ça, c'est l'enfer. La question des menus, là, c'est l'enfer parce que dans les écoles primaires, secondaires, on peut apporter notre lunch. Fait que, tu sais, les parents qui ont des prescriptions religieuses particulières, ils envoient leur lunch. Ouais. CPE, il n'y a pas de lunch. Fait que l'enjeu des menus religieux, là, c'est fou, là. Puis là, ce qui est intéressant encore là, c'est comment ils gèrent ça. Il y en a, là, c'est pas compliqué, 100% halal. On l'a vu, là, c'est sorti dans le journal, mais on l'avait déjà dit dans le rapport il y a un mois et demi. Là, ils l'ont dit, mais nous on l'avait dit dans le rapport il y a un mois et demi, là, puis il y en a plein qui nous l'ont dit. Donc, 100% halal ou encore 100% végé pour régler parce que c'est beaucoup la question des viandes. C'est plus compliqué que ça, l'halal, mais c'est beaucoup autour de la viande. Donc, 0% porc, ça c'est presque généralisé partout. Fait que ça, c'est une approche. Mais une autre approche, il y a les CPS, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, nous, on a des lunchs, on a des repas. Puis sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? On va vous les envoyer 5 jours d'avance. Puis si vous n'êtes pas content, là, à 11h30, venez chercher votre flot. Puis ramenez-le à l'heure de la sieste à 1h ou après. C'est ça notre accommodement. Fait que là, le parent, là, soit il prend son gaz égal, puis ses histoires d'interdits religieux, du finalement, moi, tu sais, partir de la job à 11h pour aller chercher mon enfant, pour manger avec, pour retourner le porter, finalement, ça marche pas dans mon horaire, fait que mes prescriptions religieuses, je vais finalement mettre un petit peu d'eau dans le vin, puis je vais apprendre à vivre dans une société où on n'est pas intensément religieux tout le temps, où le parent, il dit, moi, ma religion, c'est super important, mais les enfants, ils en mangeront pas de telle affaire. Bon, là, assume-toi. C'est pas à la société de t'accommoder à pu finir, puis que ça devient tout le monde qui t'accompagne parce que t'es intense avec ta religion. T'es intense avec ta religion? Parfait, mais assume les coûts de ça, là, tu sais. C'est toi qui ça regarde. Exactement. Fait que là, on a vu qu'il y a des CPE qui se tiennent debout par rapport à ça, puis c'est pas compliqué. Oui, c'est un effort de plus. Il faut quand même qu'ils envoient le menu aux parents d'avance, là. C'est pas qu'ils font rien. Puis ça, c'est toute la logique qu'on propose autour des accommodements religieux. C'est pas des abolir. Encore là, on aurait pu être radical. Ça aurait été facile de dire on abolit les accommodements religieux. Il y a plein de groupes pour la laïcité nous auraient applaudi. On aurait pu faire un argument théorique de philosophie. Ça aurait été facile. On a dit non. Il faut juste changer le fardeau de preuve. À l'heure actuelle, les accommodements religieux, c'est tant qu'il faut que tu accommodes, sauf si ça te cause une contrainte excessive. Fait que tu sais, faut vraiment que tu donnes des congés, tu refais tes menus 100% halal, pas de problème, c'est pas une contrainte, ça va coûter un peu plus cher, mais c'est pas grave, tu fais pas faillite. Fait que c'est quand même vraiment lourd, là. Alors nous, on dit non, faudrait que ça soit une contrainte plus que minimale. Dès que c'est plus que minimal, là, t'as le droit de refuser ton accommodement religieux. Ah, fait que, tu comprends? Dès que c'est un petit peu, tu sais, mettons, je sais pas... Pour les CPE, c'est ça. Mais pour tout le monde, là. Puis pour les CPE, c'est beaucoup là que ça réglerait le problème, parce que, tu sais, mettons, je sais pas, mettons, t'as quelqu'un qui veut son congé religieux, puis là, il s'arrange entre 2 employés pour changer leur corps de travail.
Puis là, l'employeur, il faut juste qu'il prenne une petite note sur la feuille de paye. Bon, mais c'est minimal là, comme dérangement. Fait que c'est correct. Ça serait un accommodement religieux. Mais un congé payé par tous les contribuables, non. Là, c'est plus que minimal. Puis, fait que c'est ça qu'on propose de changer. Fait que dans les CPE, c'est ça. Fait que CPE, le menu, gros enjeu là. Les signes religieux, de plus en plus de CPE, ou puis comme ça marche un peu par quartier, ben tu sais, t'as rarement juste une qui porte des signes religieux. T'sais, c'est pas comme une dans chacun des CPE. Non, c'est 4, 5, 6, 7, 8 dans un CPE, puis 0 dans l'autre qui est en région, tu sais. Fait que là, rapidement, ça devient de facto confessionnel. Tu sais, tout le monde sait que tel CPE, ben ils sont pas mal tous avec des signes religieux, puis on sait que c'est pas mal telle religion puis qui se passe là. Puis là, ben les enfants de telle religion s'associent à l'éducatrice qui est de leur religion parce qu'elle porte un signe, puis ils vont pas voir l'éducatrice qui a pas le signe parce qu'elle est pas de leur religion. Fait que là, c'est toutes ces dynamiques-là qui se passent. Donc, la question des signes religieux, des vêtements, des menus, des congés. Évidemment, les congés religieux, là, tu sais, quand t'en as une qui demande congé, c'est pas pire. Puis quand t'en as la moitié de ton staff qui demande congé parce qu'ils sont tous de la même religion, puis c'est tous le même jour qu'ils veulent congé. Là, t'es quoi? T'es supposé fermer ton CPE, pas assurer ton ratio minimal pour surveiller les enfants, ou si t'es d'une école, tu peux plus enseigner le cours, faut que tu mettes un film parce qu'il va y avoir un examen la semaine prochaine, puis si t'as la moitié de tes enfants qui sont pas là parce qu'ils ont leur fête religieuse, ils ont pas la matière pour l'examen. Fait que, tu sais, c'est plus gérable. Est-ce qu'il y avait aussi parce qu'il me semble que j'ai déjà entendu ça, le choix de la clientèle en fonction de la religion? Ouais, ça c'est l'autre affaire auquel on s'est attaqué. C'était connu depuis longtemps, puis le ministère de la Famille était déjà un peu en train de régler le problème. Là, de mémoire, il y avait déjà un projet de loi ou quoi. Effectivement, donc c'est que traditionnellement, il y avait des CPE qui choisissaient les élèves en fonction de la religion. Donc, il y avait un CPE juif, il y avait un CPE arménien ou grec orthodoxe ou quoi. Là, il y a déjà une modification du système de sélection qui était censé régler ce problème-là. Mais c'est pas un problème si c'est des garderies privées. Là, t'sais. Ouais, si c'est privé. C'est quand que ça en vient qui sont subventionnés. C'est ça. Puis là, il y a comme 3 catégories. Il y a les CPE qui sont comme privés à but non lucratif, mais très associés, très encadrés par l'État, très subventionnés. Il y a les garderies privées subventionnées, qui sont pas des CPE, mais qui sont quand même fortement subventionnées. Puis il y a les garderies milieu familial pas subventionnées, mais il y a quand même un crédit d'impôt. Fait que certains vont dire, ben même ceux-là, dans le fond, c'est un peu l'État, tu sais. Là, nous, on n'a pas touché à ceux-là, parce que là, c'est limite famille, c'est un peu compliqué, fait qu'on n'est pas allé là. Mais pour ce qui est des CPE puis des garderies privées, nous, ce qu'on dit, faut appliquer les principes de la laïcité. Parce que non seulement, il y a des CPE puis des garderies subventionné, il n'y a pas d'interdiction du port de signes religieux, mais il n'y a même pas les principes de la laïcité, là, genre séparation État-religion, neutralité religieuse, des trucs de base, là, ça s'applique même pas là. Fait que là, c'est pour ça qu'il y a des menus halal, par Waydon, puis toutes sortes d'affaires pas d'allure. Fait que là, on dit, appliquons les principes, puis appliquons l'interdiction du port de signes religieux pour les éducatrices puis les membres de la direction, comme dans les écoles primaires, là, parce que dans le fond, le CPE, c'est la porte d'entrée du système d'éducation au sens large. Là. Fait que ça serait quoi, dans le fond? C'est que soit qu'il suit ces règles-là ou soit que vous n'avez pas de subvention. Ça serait ça? Ça serait quoi la recommandation? Ouais, effectivement. C'est un peu la même logique que dans les écoles. Quoique c'est plus compliqué que ça, parce que les écoles primaires, secondaires, il y a du privé subventionné où il ne s'applique pas l'interdiction du port de signes religieux. Nous, ce qu'on propose, c'est que les principes de la laïcité s'appliquent aux écoles privées, mais pas nécessairement l'interdiction du port de signes religieux. Donc, on essaie toujours de trouver des compromis puis des aménagements pour que ce soit... Puis de toute façon, la laïcité, ça progresse. Nous, on propose des recommandations, mais c'est pas dit que dans 10-15 ans, on sera pas rendu plus loin comme société ou pour la laïcité de l'État. Donc c'est ça. Fait que l'idée que ça fonctionnerait probablement que le milieu familial, en tout cas la logique du rapport serait que le milieu familial on y touche pas. Donc là il peut y avoir des signes religieux et tout. Puis c'est un peu logique parce que on dit toujours l'État il doit pas avoir de religion, la famille ça c'est la place de la religion. Mais le milieu de garde en milieu familial mais subventionné directement là, c'est comme le bout où le famille État ça se touche un peu. Fait que c'est pas évident de dire on l'interdit ou pas. Mais bon nous on a plutôt d'avis de pas appliquer la laïcité là. Mais clairement dans une garderie puis dans un CPE, faut appliquer la laïcité, y compris les principes, y compris l'interdiction du port de signes religieux, à notre avis. Il y a aussi un autre point qui était de mettre fin aux allègements fiscaux puis des subventions pour les organismes religieux. Ouais. Ça, il y a plusieurs volets, puis c'est une question complexe. C'est une question un peu controversée. Là. Dans les réactions qu'on a eues, là, des groupes religieux sont super
sensibles par rapport à ça. Ah ouais, parce qu'ils sont super avantagés à ça, mais en tout cas, moi personnellement, je suis content que ça ait été dit. Là, ouais. Parce que, en tout cas, je vais te laisser y aller. Ben c'est ça, donc il y a plusieurs aspects, mais si on prend celui donc, de la reconnaissance des organismes de bienfaisance religieux, en gros, pour être reconnu comme un organisme de bienfaisance, il faut avoir des dons, puis là, les donateurs ont des avantages fiscaux. Tu as essentiellement 4 motifs que tu peux invoquer. Soit lutte à la pauvreté, éducation populaire, service à la communauté ou promotion de la religion. Fait que là, nous, ce qu'on dit, c'est bon, promotion de la religion, tu sais, pourquoi quelqu'un qui ferait de la promotion de la religion aurait des avantages que quelqu'un qui fait la promotion d'une idéologie non religieuse aurait pas? Tu sais, c'est un peu bizarre, ça ne semble pas respectueux de la laïcité qui dit, bon, ben, on n'a pas de traitement privilégié pour les religions. Puis là, on dit que la laïcité, c'est notamment séparation État-religion. Puis là, nous, on dit que ça devrait être séparation notamment financière. Tu ne devrait pas avoir de subventions pour les religions. Fait qu'à partir de là, ce qu'on dit, c'est que sur ces 4 critères-là, on devrait enlever le critère de la religion. Ça devrait pas être un critère. C'est pas parce que tu fais de la religion, promotion de la religion, que tu devrais avoir des avantages fiscaux. Tu sais, c'est pas mieux la religion que d'autres formes de pensée, de philosophie qui sont pas religieuses. Fait que on dit ça. Mais en même temps, on dit le 3/4 des organismes religieux là, qui font la promotion de la religion, en fait, ils font aussi du service à la communauté ou de l'éducation ou de la lutte à la pauvreté. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est prévoyons une période de transition, là, puis les groupes qui font et de la promotion de la religion et une des 3 autres affaires, ben ils pourront continuer d'avoir leur subvention. Puis ceux qui font seulement de la promotion de la religion, ben là, ils pourraient le perdre. Mais là, on les encourage à dire, ben faites donc un petit peu d'un des 3 autres volets. Tu sais, modifiez un petit peu vos... ce qui vous empêche pas de continuer à faire de la promotion de la religion, mais modifiez un petit peu vos priorités. Faites un peu de lutte à la pauvreté ou d'éducation populaire ou de service à la communauté, puis vous allez continuer de l'avoir. Fait que ça se peut qu'il y a des groupes qui ont besoin de s'ajuster. Mais il va-tu falloir qu'il ait le fardeau de quand même prouver qu'il fasse ça? Parce que, me semble, sinon ça laisse assez un petit laxisme de... Ouais, ben là, ça faudrait voir avec les organismes de contrôle de fiscalité. J'imagine c'est Revenu Québec, Revenu Canada, là, de voir comment c'est appliqué. Mais bon, on peut présumer que s'il y a une règle, ben voilà, elle va être respectée, puis qu'il y aura des inspections pour s'assurer que c'est le cas. Fait que tu sais, encore là, ça peut avoir l'air radical. On dit, on tire la plug, c'est fini les subventions pour les religieux, puis on y croit, puis c'est ça la position de principe. Mais en même temps, on est super pragmatique, puis on dit, OK, c'est vrai qu'il y a plein de coins où des groupes religieux viennent en aide aux pauvres et tout, puis là, on veut pas leur tirer à la plug, tu sais. Fait que je trouve qu'on a été pragmatique, puis c'est pas toujours super compris d'un groupe religieux, là. Pour avoir parlé à certains, là, il y en a qui pensent qu'on veut fermer à clé tous les organismes religieux, alors qu'on a vraiment prévu, des fois on dit ça prend une étude, ça prend une phase de transition, puis là on prévoit une façon pour que ce soit progressif. Et mais je comprends leur inquiétude, parce qu'ils sont quand même très légitimes, mais l'État n'a pas à financer indirectement des religions. Ouais, exact. C'est simple de même. C'est ça, nous on est sur une position de principe. Personne ne veut t'empêcher de faire ta religion. Là. Exact. Mais t'as pas à avoir un allègement fiscal là-dessus, tu sais, que c'est quoi, je pense qu'il y a des taxes qui ont pas à payer ou des affaires de c'est même. ça. Tout ça, on essaie de dire qu'il faut faire le ménage là-dedans. Il y a genre comme 3-4 taxes là, qui peuvent... Mais à chaque fois, on dit, bon, il faut faire le ménage là-dedans. Idéalement, il faut abolir ces avantages-là. Mais tu sais, des fois, comme, mettons, il y avait attiré notre attention qu'il existait un avantage fiscal, mettons, pour, à l'époque, c'était les présbytères, là, tu sais, la maison du curé sur le bord de l'église, puis c'est un petit peu la même chose pour d'autres religions. Puis là, il y avait un avantage fiscal précis pour eux autres. Fait que là, on disait, bon, ben, tu sais, faudrait leur enlever ça, là, ça a plus rapport en 2025. Mais en même temps, si on leur enlève ça, il existe un autre avantage fiscal, mais pour tout le monde, genre, quand tu travailles à la maison, t'as le droit des avantages fiscaux. Bon, ben, parfait, qu'ils aillent là, tu sais. Fait que des fois, c'est pas tant on va être contre les religions, on veut les fermer. Non, c'est juste, historiquement, vous aviez des privilèges. Là, ça a plus lieu d'être, mais en vous enlevant vos privilèges, ça veut pas dire que vous avez plus rien. Peut-être que vous pouvez juste être traité comme n'importe qui a un peu d'avantage fiscal. Peut-être un peu moins, il y a peut-être des ajustements, mais, tu sais, l'idée, c'est pas anti-religion, tassez-vous de là, on va fermer ça à grands coups de barrure dans vos temples, là. Fait que, tu sais, je pense que si les groupes religieux regardent le détail, puis après ça, le gouvernement va probablement aussi en prendre et en laisser, écouter ces groupes-là. Fait que moi, j'ai l'impression que la mise en œuvre du rapport va pousser la laïcité plus loin, mais progressivement, puis avec du dialogue, puis sans qu'il y ait de catastrophe au niveau des groupes religieux, là.
Oui, aussi, il y a les prières de rue là, que vous avez abordées aussi, que pour celui-là, vous avez remis un peu la balle dans le camp des municipalités, parce que de ce que j'ai compris, c'est que les enjeux sont pas les mêmes d'une région à une autre, tu sais, fait que de là à l'interdire au grand complet, qui est, ben c'est ça, puis en plus, encore une fois, c'est un peu le même point que depuis le début, c'est faut faire attention aussi en interdisant des droits ou en mettant des balises, ben, on veut pas restreindre le droit à la manifestation ou à tout ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention de comment qu'on l'encadre. Exactement. Comme j'avais souvent entendu, puis là, je sais que c'est moi qui parle, là, mais moi, je suis pas nécessairement en faveur d'empêcher le monde de manifester avec des masques, là, parce que il y en a malheureusement, il y en a beaucoup qui vont profiter de ça pour pouvoir faire leur crise de grabuge, puis il va y avoir des crises de plaies pour la société, mais si il y en a qui veulent manifester avec le visage couvert parce que ils veulent pas se faire savoir par leur employeur. Ouais, je peux comprendre. Fait que, mettons, juste, on en revient, puis je vais finir par te laisser parler, là, mais, durant le printemps arabe, il y en a beaucoup qui ont pu manifester de même, puis ils ont pu profiter de l'anonymat, puis ça a pu donner, justement, au printemps arabe, parce que il avait le droit à l'anonymat, il le faisait à travers le Facebook ou des groupes de même. Fait qu'ils ont pu faire ça un peu à incognito du pouvoir qu'il y avait en place pour pouvoir aller manifester puis être contre les dictatures qu'il y avait à ces moments-là. Là, fait que de nuancer, à faire attention, là, si on interdit des affaires, on peut s'enlever des propres droits à nous autres. Fait que, tu sais. Ouais, absolument. En tout cas, je te laisse y aller. Non, mais très bonne mise en contexte parce que c'était tout ça là, qui nous habitait. Là, parce que, tu sais, on le savait qu'il y avait des controverses. Puis pendant qu'on rédigeait notre rapport, il y avait de plus en plus de controverses avec les manifs. C'était vraiment au même moment. Là, fait que, tu sais, même que des fois, notre rapport était presque fini. Puis là, il y avait des nouveaux développements. Puis là, on en tient-tu compte ou quoi? Tu sais, maintenant, il faut bien le finir, le rapport. Fait que c'était pas simple. Puis c'est peut-être là où on est pas aller très loin selon certains, puis il y a des groupes pour la laïcité qui s'attendaient à ce qu'on aille plus loin parce qu'il y a déjà des lois qui les encadrent. Exactement. En gros, la première affaire, c'est que bon, déjà dans le code de la sécurité routière, tu peux pas faire n'importe quoi, n'importe où. Là. Tu peux pas bloquer la circulation à un moment donné sans raison pour une prière. Bon, fait que déjà, il y a des règles de base. Puis ensuite, généralement, les municipalités ont des règlements là-dessus. Puis assurément, elles ont le pouvoir, les municipalités, de régir ça. Fait que nous, on s'est dit, tu sais, là, il peut y avoir un enjeu à Montréal, mais il n'y a peut-être pas d'enjeu où il y a des enjeux différents, ça arrive sud, puis je veux dire, à Shawinigan, Chicoutimi, c'est autre chose, puis dans des villages perdus du fin fond de l'Outaouais rural, c'est encore autre chose. Fait que là, on s'est dit, est-ce qu'on veut vraiment avoir une règle mur à mur? Peut-être pas. Donc, quand tu veux pas une règle mur à mur, la meilleure façon, c'est de dire, les municipalités vont s'en occuper. Parce que là, ils ont un pouvoir de réglementation, puis ils peuvent adapter ça à leur réalité locale. Fait qu'on est parti de cette idée-là. Puis déjà, ça existait. Déjà, c'est ça l'état du droit actuel. Les municipalités peuvent agir. Fait que là, on s'est dit, bon, les municipalités peuvent agir, mais manifestement, elles le font pas suffisamment, elles ont pas été assez préventives. Fait que là, on s'est dit, bon, plutôt que juste dire les municipalités ont le pouvoir, est-ce qu'on peut transformer le pouvoir en une obligation? Donc, c'est plus genre, vous pouvez réglementer les prières de rue. Non, vous avez le devoir de le faire. Exactement. Je trouve que c'est vraiment une meilleure approche, ça, que... Puis tout ça dans un contexte plus large où on veut nous obliger les municipalités à avoir une politique en matière de laïcité. Parce que ça, c'est une autre affaire. Des fois, on a consulté des fonctionnaires municipaux. Puis là, les fonctionnaires nous disaient, nous autres, là, on en a plein de demandes de laïcité, de permis, de ci, de ça. Puis les groupes religieux qui veulent des salles pour des prières, puis ci, puis ça. Puis des fois, les règlements sont pas clairs, les orientations. Fait qu'on va voir le politique, puis on dit au politique, ouais, ça serait le bon d'avoir une politique en matière de laïcité. Mais le politique, les élus municipaux veulent pas toucher à ça. Parce que là, si on fait ça, il y a tel groupe qui sera pas content. Puis là, fait que là, souvent, les élus municipaux, ils n'ont pas le courage, là. Mais les fonctionnaires, eux autres qui sont pognés avec les demandes après ça de permis et tout. Fait que sous couvert d'anonymat un peu, là, parce que nos entretiens étaient beaucoup anonymes. Mais ils nous l'ont dit, là. Des fonctionnaires municipaux nous ont dit le politique, mais pas ses culottes. Fait que, tu sais, eux autres, en les écoutant, on s'est dit, OK, je pense qu'ils ont raison. Fait que là, il faudrait que le gouvernement force les municipalités, donc les conseils municipaux, à adopter des politiques en matière de laïcité, notamment en matière de
prière de rue. Puis après ça, les fonctionnaires vont avoir quelque chose. Puis après ça, les citoyens vont être consultés. Puis l'idée d'une politique, c'est que c'est clair. Là. C'est sur le site web, puis tout le monde sait que c'est là. Puis si tu ne l'appliques pas, ben les citoyens, ils vont le dire au conseil municipal, puis ils vont le dire à la police, le cas échéant. Puis ça va être connu. Puis les fonctionnaires vont avoir quelque chose à appliquer. Ça va être moins flou. Fait que pour toutes ces raisons-là, on s'est dit, OK, on va obliger les municipalités à avoir des politiques de laïcité, puis à régir la question des prières de rue. Puis en même temps, on a dit, mais il faudrait que la politique municipale et les politiques municipales en matière de laïcité soient approuvées par le gouvernement. Parce qu'on se doute bien que même si on leur donne l'obligation, ça se peut qu'ils fassent le minimum, puis ou qu'ils trouvent une faille. Exactement, puis qu'ils permettent à peu près tout. Bon, fait que là, on s'est dit, OK, puis quand une politique municipale est sujet à l'approbation du gouvernement, ça veut dire que si la municipalité ne fait pas la job, le gouvernement peut refuser puis il peut imposer. Là. On l'a pas dit dans le rapport, là, mais la logique du droit municipal, c'est comme ça. Là. Quand le gouvernement a le droit de t'approuver ton règlement, c'est parce que si tu fais pas la job, le gouvernement va le faire à ta place, ton règlement. Là. Fait que c'est un petit peu ça la logique. Fait que là, on va s'assurer que les municipalités fassent le boulot, mais pas pareil partout. Tu sais, que chacune, tu sais, s'il y a des endroits, c'est toujours le même groupe religieux tous les semaines, mais c'est pas la même chose qu'un groupe religieux une fois par année, puis un autre groupe religieux une autre fois par année. Là. Ouais. C'est deux situations différentes qui requièrent deux encadrements complètement différents en fonction du contexte. Fait qu'on s'est dit, voilà un équilibre entre on fait rien du tout, ou on laisse les municipalités faire n'importe quoi, puis on arrive le gouvernement qui fait tout mur à mur au Québec. Bon, il y a tout moyen de trouver un équilibre. Fait que l'équilibre, c'est on force les municipalités à le faire, on met ça à sujet à une approbation du gouvernement, puis c'est comme ça qu'on va avoir juste assez de diversité, unité, assez d'uniformité, mais pas trop. Fait que c'est le pari qu'on fait. Ouais, puis c'est ça. Puis tu sais, pour encore revenir à ce que moi je disais au début, tu sais, c'est qu'il faut faire attention parce que les lois puis les règlements qu'on donne ou qu'on donne le mandat aux politiciens de mettre en place, faut tout le temps le penser en fonction de si y a quelqu'un dans la chaise du premier ministre qu'on n'aime pas, ben on vient d'y donner ces outils-là. Là, fait qu'il faut faire attention, tu sais, par le moment, par l'émotion. Hey, on veut quelque chose, mais tabarnak, hostie, on vient tout juste de mettre des balises à le droit de manifester. Puis moi, c'est surtout à ça je pense, tu sais, ça veut pas dire que je suis insensible à telle affaire, mais faut d'un fois aussi regarder 4-5 coups plus loin, voir où c'est que ça va mener tout ça. Je suis 110%. Fait que c'est pour ça qu'on était toujours assez modéré, assez pragmatique, notamment sur cette question-là. Puis tu sais, il reste que même si je crois pas moi à l'idéologie extrême des libertés individuelles, comme si c'était plus important que tout, puis qu'il n'y a jamais de bien commun, puis qu'il n'y a jamais d'intérêt général. Je suis pas de cette idéologie-là, mais je suis pas d'idéologie inverse non plus. Tu sais, c'est vrai que des fois, trop d'État, là, maintenant, ça devient lourd, puis je crois à la liberté individuelle. Fait que c'est de chercher un équilibre, puis c'est ce qu'on a fait. Je pense que c'est ça un peu l'esprit du rapport. Là. Je pose la question, je sais pas si... je te laisse me répondre. Est-ce que le rapport que vous avez fourni, en quoi ça va prévenir qu'il y ait des prochains cas Bedford? Est-ce que ça faisait partie du mandat ou... Ben oui et non. C'est-à-dire non dans le sens où il y avait... Quand on a commencé notre comité, il y avait déjà un projet de loi pour le primaire secondaire. Fait qu'il y avait déjà de quoi très très précisément là-dessus. Drainville, il avait pas attendu notre rapport. Il y avait son truc. Il y avait une enquête sur 17 écoles plus l'enquête sur Bedford. Fait que nous, on était plus pour regarder des Bedford ailleurs que dans le système d'éducation. Puis on a découvert qu'il y a des CPE que c'est limite que ça ressemble à ça. Fait que c'est pour ça qu'on est allé sur des recommandations dans des CPE. Fait que nous, on pense qu'appliquer les principes de la laïcité dans les CPE, alors que c'est pas le cas à l'heure actuelle, c'est une bonne idée. L'idée qu'on propose pour les municipalités d'une politique de laïcité, en fait, on la propose pour beaucoup plus largement que les municipalités. Là. Tout ce qu'on appelle les organismes autonomes associés à l'État, donc municipalités, cégep, CPE, on propose qu'il y ait une politique en matière de laïcité. Fait que ça force le CA, ou en tout cas l'organe décisionnel, de se poser les questions sur ces pratiques de laïcité, de respecter les grands principes, puis d'avoir des règles ensuite, puis de les mettre en œuvre avec des sanctions, besoins et tout. Puis les CPE, on propose aussi de l'interdiction du port de signes religieux pour les personnes en autorité. Fait que vraiment, CPE, on a mis en place un certain nombre de mesures. Puis par ailleurs, ce qu'on propose, c'est un droit pour les enfants qui fréquentent des institutions de l'État, y compris CPE, y compris les écoles primaires, d'être protégés contre les pressions religieuses. Puis dit de même, ça peut avoir l'air d'être de la tarte aux pommes, là, tu sais, tout le monde est pour la protection des enfants, puis quand on dit ça, on n'a rien dit, là. Ouais. Mais en fait, c'est quand on a un droit comme ça, ce que ça fait, là, c'est que on peut saisir un tribunal. Quand tu as un droit, c'est que ça te donne ce qu'on appelle l'intérêt pour agir. Parce que moi, je connais pas tout le détail de Bedford, mais il devait avoir des droits des enfants qui étaient atteints, mais c'était peut-être pas si clair.
Fait que c'est pour ça qu'on veut créer un droit d'être protégé contre les pressions religieuses. Puis là, si t'entends dire qu'à ton école, ton enfant, au CPE, ton enfant, il y a des affaires qui n'ont pas d'allure, il se fait imposer des affaires, t'as un droit. Fait que là, tu peux le faire valoir auprès du CPE. Puis s'il t'écoute pas, là, tu peux aller devant le tribunal. Ça protège aussi du communautarisme. Exactement. Mais tu sais, encore faut-il avoir un droit, là, tu sais, si t'as pas de droit. Il faut que ça soit clair aussi. C'est ça, exactement. Fait que c'est pour ça qu'on prévoit des droits puis des interdictions pour assurer le respect du droit. Fait que là, si tu vois que l'interdiction est pas respectée, tu peux envoyer une mise en demeure à ton CPE ou à ton école primaire. Puis si il t'écoute pas, tu peux, évidemment, ça coûte de l'argent, là, mais tu peux faire une plainte à la Commission des droits ou tu peux saisir le tribunal carrément. La Commission des droits, ça dépend de sa juridiction, ça dépend de la question, mais sinon, tu peux carrément saisir le tribunal pour dire « Je veux obtenir une ordonnance du tribunal pour que cesse telle pratique religieuse dans l'institution où va mon enfant. » Fait que c'est pour ça, quand on crée des droits, oui, sur le plan symbolique, déjà, c'est fort, là, tu sais, dire « J'ai le droit que mon enfant a le droit et j'ai le droit que mon enfant soit protégé contre les pressions religieuses. » C'est déjà, sur le plan symbolique, ça veut dire de quoi? Normalement, les gens des institutions publiques vont être conscients de ça puis vont faire attention, mais si c'est pas le cas, t'as un droit. Ça vient avec la possibilité de faire une mise en demeure puis un recours devant les tribunaux. Fait que nous, on pense que ça peut prévenir des Bedford. Puis un des mandats aussi que vous aviez, à moins que je me trompe, c'était de faire aussi le bilan de la loi 21 là, depuis qu'elle a été mise en place. Puis de qu'est-ce que vous avez conclu, c'est que c'est assez positif. Ouais, ben il y a deux aspects. Tu sais, la loi 21, en gros, c'est les 4 grands principes de laïcité. Séparation interreligion, neutralité religieuse, égalité citoyen-citoyenne, liberté de religion, liberté de conscience. Puis ensuite, c'est droit des services publics laïques. Puis ensuite, interdiction du port de signes religieux, interdiction du visage couvert. Puis après ça, un petit peu des dispositions techniques et tout. Donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'au niveau des principes, c'est pas si évident. Le monde, en fait, ne savent pas exactement ce que ça veut dire, séparation interreligion. Neutralité religieuse, égalité citoyenne, liberté de conscience religieuse. Les gens sur le terrain savent pas exactement ce que ça veut dire. T'sais, honnêtement, il y en a beaucoup qui nous l'ont dit. Fait que ça, c'est quand même un problème. Fait que là, c'est pour ça qu'on propose de définir ces principes-là dans la loi, puis ensuite d'avoir des règles qui mettent en œuvre ces principes-là. Ouais, c'est ça. C'est beau d'avoir des lois, mais s'ils sont pas clairs, ça reste flou. C'est difficile de l'encadrer. Absolument. Le monde les appliqueront pas. Plein de gens nous l'ont dit. Là, c'est facile de dire. Tout le monde est pour ça, séparation interreligion. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que ça veut dire que j'ai pas le droit à mon petit jouet de crèche au CPE? Oui, ça veut dire ça. Si on étudie un peu, OK, séparation, j'enlève la crèche. Mais là, si j'ai un parent, moi, qui me demande d'enlever les petites figurines de porc, est-ce que je rentre-tu dans la neutralité religieuse ou pas? Là? Fait que c'est pas si clair que ça pour tout le monde. Fait que c'est pour ça qu'on propose des politiques qui viendraient clarifier ça. Mais d'autre part, fait que les principes, c'est pas clair. Un des éléments du bilan, c'est que les principes, c'est pas clair. Fait qu'il faut les préciser. Puis l'autre élément du bilan, c'est qu'au niveau de l'interdiction du port de signes religieux, ça se passe bien. T'sais, en 2019, quand on a adopté la loi, là, j'étais un des conseillers politiques au dossier. Puis là, plein de gens me disaient, ça va être inapplicable, on sait pas ce que c'est qu'un signe religieux. Il y avait beaucoup de craintes. Les gens, il va y avoir un départ massif, là, il y aura plus d'enseignantes dans les écoles parce que il y en a plein qui ont des signes religieux. Là, puis non, là, on a parlé à plein de gens là, qui font ça. Là. Au jour le jour, ils embauchent, là, puis ils nous l'ont raconté. Ils embauchent, puis là, il y a quelqu'un qui vient à l'entrevue d'embauche avec son signe religieux, puis là, il dit, votre CV est beau, vous répondez aux questions, vous avez toutes les compétences, mais vous savez qu'à votre entrée en fonction, vous allez devoir se retirer votre signe religieux. Là, la personne, la candidate dit « Oh oui, je sais. » Parfait. Arrive au jour 1, la personne n'a pas son signe religieux. Fin de l'histoire. Tout va bien. Non, c'est ça, là, tu sais, fait que la personne, elle devient pas démotivée au travail, puis là, elle sent pas en contact avec son Dieu, fait que là, elle est plus capable de travailler. Non, aucun cas comme ça nous a été rapporté. Ils quittent pas leur emploi après 6 mois parce que c'est trop difficile de vivre sans son signe. Non, tout ça passe bien. Fait que ça, c'est quand même majeur, là, comme découverte, là. Okay. C'est ça qui nous amène à proposer l'application de l'interdiction au CPE. Tu sais, ça va bien les écoles primaires. Il y a plus d'impact positif que négatif. Fait que pourquoi on le fait pas au CPE? Fait que ça, c'est l'autre élément du bilan. Puis, visage couvert, un peu la même chose. Là. Tu sais, il peut y avoir des enjeux, mais globalement, l'interdiction du visage couvert pour les employés, ça se déroule bien. Encore là, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre à pu finir parce qu'on permet pas aux éducatrices de garderie d'avoir le visage couvert. Fait que c'est pour ça qu'on propose d'étendre la règle. Fait que en gros, c'est ça le bilan. Puis les accommodements religieux. Parce qu'on faisait le bilan de la loi 21 que je viens de dresser, que je viens de résumer, puis la loi 62 sur la neutralité religieuse et les accommodements religieux. Puis là, ce qu'on constate, c'est que là, ça va plus ou moins bien. Il y a trop d'accommodements, comme je le disais plus tôt, il y a des endroits qu'il n'y en a pas, ou très peu, puis ça va bien, mais il y a des endroits, il y en a beaucoup, ça coûte extrêmement cher,
Puis là, on propose, le bilan qu'on fait, c'est qu'il y a des difficultés. Puis là, on propose de modifier le fardeau de preuve pour que ce soit plus facile pour un organisme de refuser une demande d'accommodement religieux. Après ça, si l'organisme veut en donner, on veut pas l'empêcher, mais on veut qu'un organisme qui refuse une demande d'accommodement religieux, puis qu'ensuite se retrouve devant les tribunaux, puisse gagner sa cause. C'est ça un petit peu l'objectif. Sauf quand c'est des cas vraiment où clairement c'est facile d'accommoder puis que l'organisme aurait dû le faire. Mais sinon, là, fait que c'est ça notre bilan en quelques mots. Là. Ah, très cool. Mais en tout cas, man, ça a dû être vraiment de quoi faire un rapport comme ça. Là. Ça a dû être toute une expérience. Là, absolument, parce que moi, tu sais, je suis beaucoup comme prof de droit puis comme avocat, ce que je fais, c'est que je lis des jugements. T'sais, des fois, je plaide, j'enseigne, mais on passe notre temps à lire des trucs, mais rarement on est sur le terrain. Je fais pas de sociaux du droit. J'ai des collègues qui en font, moi, j'en fais pas de terrain. Mais là, j'en ai fait. Pour une première fois, j'ai fait ce qu'on appelle la socio du droit, le voir comment le droit est appliqué dans la société en parlant du monde qui l'applique. Fait que c'était fascinant, puis on pense avoir fait avancer les connaissances sur ces lois-là. Là. Puis c'est une belle expérience professionnelle. Absolument, absolument. J'en profite, vu que je t'ai, parce que c'est ça, je veux t'emmener sur un autre sujet qui est la clause dérogatoire, parce que là, dans le fond, moi, c'est des termes, j'ai bien de la misère, là, puis merci d'être là pour bien me l'expliquer comme le bon pédagogue que t'es. Voilà. C'est que, dans le fond, là, c'est ça, le fédéral a amené la loi 21 en cours, si je me trompe pas, mais on pensait que c'était pour l'amener sur la loi 21, mais finalement, c'est sur la clause dérogatoire. Ouais. Tu veux-tu me résumer tout ça, puis savoir, je l'ai bien dit, je sais pas trop. Ouais, ben, ça met bien la table, donc. Loi sur la laïcité adoptée en 2019, puis ensuite elle est contestée par certains groupes, pas par le fédéral. Quoique, il y a comme un programme de subvention fédéral qu'on soupçonne, puis on sait pas c'est qui, on sait pas où va l'argent, on sait pas c'est qui, c'est pas transparent. Puis là, on soupçonne qu'il y a des groupes qui contestent la loi, de qui ont utilisé l'argent du fédéral. Ouais, mais c'est pas le fédéral directement. Donc là, ça se rend en cour supérieure, on gagne, sauf sur 2 points. Ensuite, on va en appel, on gagne sur tout sauf 1 point, en gros on gagne. Là, ça s'en va en Cour suprême, toujours les mêmes contestent. Puis là, c'est toujours pas le fédéral, c'est la commission scolaire English Montreal, c'est des individus religieux ou quoi. Puis là, ensuite, rendu en Cour suprême, là, le fédéral il intervient. Là, il dit c'est tellement rendu gros comme question, là, c'est rendu en Cour suprême du Canada, là, c'est le rôle du procureur général du Canada, donc de l'avocat du gouvernement fédéral, d'intervenir. Puis là, on s'attendait effectivement qu'il soit contre la loi 21, qu'ils nous disent que c'est contre la liberté de religion ou quoi. Ce que je pense vraiment pas être le cas, puis je pourrais te l'expliquer si tu le souhaites, pourquoi je pense ça, sincèrement. Puis c'est quoi notre argument au tribunal. Mais bref, le fédéral, lui, intervient parce que, non pas sur la loi 21, sur le fond, mais sur la clause dérogatoire, clause non-obstant, disposition de souveraineté parlementaire, peu importe comment on l'appelle. En gros, ça, c'est une clause, il y a ça dans la Charte canadienne, puis aussi dans la Charte québécoise. C'est une clause qui dit, c'est comme si le législateur, par exemple l'Assemblée nationale, peut adopter une loi en disant, cette loi-là, là, on veut pas qu'elle soit contestée en vertu des chartes des droits. Puis là, dans la Charte canadienne, c'est plus compliqué que ça, parce que pour certains articles, ça s'applique, pour d'autres, ça s'applique pas, mais peu importe. Donc, quand on a fait la loi sur la laïcité, on a décidé, nous, on pense que c'est une question politique. Puis on pense qu'on a trouvé le bon équilibre entre les droits et libertés. Puis par ailleurs, on pense que c'est conforme à la jurisprudence, mais on veut pas laisser des juges suspendre ça en attendant un jugement de la Cour suprême 6 ans plus tard. Là. Non. On veut que ça s'applique. Boum. Fait que là, on met une disposition qui protège une loi contre des contestations de la loi, contre les gens qui veulent faire invalider la loi. Puis là, ça c'est légal. Ça a été, le Québec avait fait ça dans les années 80, puis la Cour suprême avait dit aucun problème, vous pouvez faire ça. Ça, c'est la clause dérogatoire. Ouais, c'est la clause dérogatoire. C'est même ça s'appelle. Ouais, okay. Parce qu'il y en a qui disent que ça déroge au droit. À mon avis, ça déroge pas au droit, parce qu'on peut très bien respecter les droits ou interpréter les droits différemment de la Cour suprême, mais peu importe. Mais c'est juste pour que le monde suive encore, parce qu'il y a beaucoup de termes très nouveaux pour beaucoup de monde. Dérogatoire, c'est ça. C'est que les gens disent, c'est comme si on déroge au droit, mais je pense que c'est plus qu'on déroge au fait que normalement, on peut contester la loi en plein. Fait que, normalement, les gens pourraient dire la loi 21 porte atteinte à ma liberté de religion. Moi, je pense que c'est pas vrai, mais normalement, les gens pourraient dire ça. Puis là, on serait devant le tribunal, puis là, on dirait est-ce que oui ou non, ça porte atteinte à la liberté de religion d'avoir l'interdiction du port de signes religieux. Mais là, on peut pas débattre de ça parce que l'Assemblée nationale a dit non. La loi, elle s'applique en dérogeant au droit ou en dérogeant à la possibilité de contester la loi en invoquant la liberté de religion. Fait que là, ça a été reconnu dans les années 80. Il y a un jugement de la Cour suprême dans l'affaire Ford qui dit le Québec a le droit de faire ça, les provinces ont le droit de faire ça. C'est prévu par la Charte canadienne. Puis ça, s'il n'y avait pas ça, là, jamais il y aurait eu de Charte canadienne. Parce que Trudeau voulait une charte pour donner... C'est quand il a rapatrié la Constitution canadienne, il l'a enlevé de la Britannique pour l'amener au Canada. Ouais. Puis il n'y a personne qui aurait signé
s'il n'y avait pas eu la clause dérogatoire. Il y avait 2 provinces qui étaient d'accord, toutes les autres, les 8 autres n'étaient pas d'accord. Ils voulaient pas l'avoir, puis c'est le même aussi qui a fait la nuit des longs couteaux, là, parce qu'il a backstabé René Lévesque dans le dos, parce que lui voulait pas la signer, mais il a réussi à avoir les autres en rajoutant cette clause-là. Exactement. Donc, en gros, des premiers ministres de l'Ouest, entre autres, on dit, garde, nous autres, à la limite, on va accepter une charte canadienne des droits qui donne beaucoup de pouvoir aux juges nommés par le fédéral, parce que c'est ça la dynamique. C'est pas juste une question de droit individuel versus droit collectif ou majorité contre minorité. Non, c'est une dynamique de une charte des droits comme ça donne beaucoup de pouvoir aux juges, ça enlève. Puis ça donne aussi préséance. Exact. Sur... puis encore une fois, ça centralise encore le pouvoir. Exact, parce que ça donne le pouvoir à 9 juges à la Cour suprême nommés par le fédéral. Qui va avoir autorité sur toutes les provinces. Plus le Parlement fédéral. Fait que le premier ministre d'une province a bien beau dire « Nous, on veut pas que ça soit de même. » Ben, si papa juge a décidé, tu le subis, puis tout le monde... Exactement. Fait que la clause dérogatoire, ça permet de dire non, nous, on déroge à ce processus-là qui fait que c'est la Cour suprême qui décide, nommée par Ottawa, puis c'est nous qui allons décider à l'Assemblée nationale du Québec ou à l'Assemblée législative de l'Ontario ou d'une autre province. Fait que c'est ça la logique, puis le Québec avait fait ça dès que ce qu'a fait Lévesque au lendemain du rapatriement, lui, il l'a mis partout. Dans toutes les lois du Québec, là, entre 82 et 85, là, il mettait ça mur à mur. Fait que, mettons, t'avais une loi sur les abeilles qui avait 0 rapport avec les droits et libertés. Clause dérogatoire. Il remettait mur à mur la clause dérogatoire juste pour envoyer promener le fédéral. Putain, mon corps. Putain, oui. Puis là, ça s'est retrouvé devant la Cour suprême. Puis la Cour suprême, elle a regardé le texte de l'article 33 de la Charte canadienne. Elle a dit, ouais, le Québec peut faire ça. Là, il n'y a rien qui interdit de faire ça. Là. Fait que, puis ça a toujours été clair. Puis personne ne s'est jamais posé la question. Là. Le texte, il est clair. Tu as le droit de faire ça. La Cour suprême l'a dit. Jusqu'à temps que c'est ça, qu'il y a des crinqués anti-loi sur la laïcité qui décident, non, finalement... Le Québec peut pas. Là, c'est ça. Puis là, ça marche pas. Là. Ils ont été pour vrai, ils sont mauvais, leurs arguments. Là. Mais là, il y a 2 juges de la Cour d'appel à Saskatchewan qui ont un peu donné raison, qui disent OK, la clause dérogatoire, tu peux l'utiliser, puis les juges peuvent pas invalider ta loi, mais les juges pourraient quand même rendre un jugement, mais un jugement qui aurait aucun effet. C'est ça un des arguments qui est plaidé. Puis là, la Cour d'appel de Saskatchewan, 2 juges sur 3 ont décidé ça, de dire maintenant, il va pouvoir avoir un jugement, mais qui n'aura pas d'effet. C'est ce qui est vraiment bizarre, là. Fait que là, c'est comme si, mettons, à partir de... Il vaut quoi ton jugement? Ben, ça serait juste politique. Ça serait un jugement purement politique. Comme, mettons, la Cour suprême viendrait dire la loi 21 porte atteinte à la liberté de religion de manière déraisonnable. Je pense pas que c'est ça ce qu'elle dirait, mais par hypothèse. Elle dirait ça, mais là, ça n'aura aucun effet. La loi 21 continuerait de s'appliquer. Il n'y a pas de jurisprudence. La jurisprudence permet pas ça. C'est n'importe quoi. Peut-être que ça créerait un précédent pour les cas où il n'y a pas de clause dérogatoire, mais il reste que intimidation. C'est ça. Le but, c'est juste de faire un statement politique pour qu'à la prochaine élection, les gens disent « Ah, ben là, la Cour suprême a dit que ça portait atteinte aux droits, fait que ça doit porter atteinte aux droits, donc je vais voter contre le gouvernement qui est pour ça. Ce serait purement politique. Puis c'est assumé par ceux qui font la promotion de cet argument-là. Là. Moi, je suis là, ben voyons, vous voulez donc bien politiser la Cour suprême du Canada. Là. La Cour suprême du Canada est un peu politique, mais moins qu'aux États-Unis. Là. C'est pour ça que tu dis que Ottawa essaie de donner... Un pouvoir à la Cour suprême qu'elle n'a pas. Ouais, exactement. Pour l'instant, la Cour suprême, elle peut pas faire ça. Là. Elle peut juste dire, il y a une clause dérogatoire, nous, on n'a pas un mot à dire. Mais là, eux autres qui veulent dire, c'est non. Même quand il y a la clause dérogatoire, la Cour suprême va pouvoir se prononcer, dire, ça viole les droits, même si son jugement n'a aucun effet sur les droits. C'est pas son mandat. Exactement. C'est pas du tout son mandat de faire de la politique à la veille de l'élection. Là. C'est pas ça son but. Là. Elle, c'est ton droit a été violé, t'as perdu 100 000 je rends un jugement pour que t'aies ton 100 000 Puis en plus, c'est ça un tribunal. Là. Ça l'enlève l'idée de séparer les pouvoirs, de séparer le politique de la justice, parce que c'est un peu ça qu'on veut. Exactement. On veut pas que le pouvoir puisse influencer la... Exactement. Puis là, leur but, là, ils disent carrément qu'ils veulent un jugement de la Cour suprême avant l'élection, pour influencer les électeurs. Là. T'es comme, mais voyons donc. Là, quel aveu de faiblesse. Ouais, c'est ça. Là. Puis en tout cas, fait que ça, c'est leur argument. Mais là, moi, j'ai déjà ma réponse à ça. Mais ma réponse à ça, c'est que ça devrait pas marcher, puis qu'on ne faut pas changer, puis le Québec, les jugements, il devrait pas avoir de jugement déclaratoire politique sans effet juridique. Mais si jamais la Cour suprême donne raison fait la même chose que la Cour de la Saskatchewan, puis décide que, on a le droit de se prononcer, même si ça n'a pas d'effet, moi, je vais dire, OK, ben nous, au Québec, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un conseil constitutionnel, puis qui va lui aussi rendre des jugements politiques. Fait que là, il va renverser le jugement de la Cour suprême.
Tu sais, si vous voulez jouer à ça, là, qu'on rend des jugements politiques qui n'ont aucun effet sur le terrain, OK, on va jouer à ça. Nous autres aussi, on va créer un conseil constitutionnel qui va être au-dessus de la Cour suprême, puis qui va renverser des jugements politiques par d'autres jugements politiques. De toute façon, c'est juste des jugements politiques. Je sais pas si tu me suis, ça devient un peu bizarre. Puis là, ça fait longtemps que je dis ça, mais bon, c'est un peu un truc un peu niché. Mais là, avec le projet de loi de constitution québécoise, c'est là. On va en créer un conseil constitutionnel si le projet de loi est adopté. Fait que là, on va être équipé pour dire, là, venez-vous-en avec vos jugements politiques, là, on va en faire des jugements politiques. Tu sais, vous voulez jouer à ça, là? Moi, j'aime mieux pas jouer à ça. J'aime mieux que le politique, ce soit les élus, puis que les juges fassent du juridique, puis qu'on mélange pas les deux. Mais si vous commencez à mélanger ça, on va jouer à ça nous autres aussi. On va créer notre espèce de cour suprême qui va être par-dessus la vôtre, puis on va faire de la politique à partir des tribunaux, là. Mais on va pas vous laisser jouer à ça tout seul. Fait que moi, je suis prêt, j'ai mon plan B. Mais avant qu'on aille vers la Constitution du Québec, il y avait une dernière question que j'avais, c'était le fait qu'il soit arrivé à minuit moins une, tu sais, avec ça, là, tu sais, on va attaquer la clause dérogatoire au lieu d'être la loi la loi de 21. Ça dit quoi, ça? D'arriver tard de même, tu sais. Ouais, bonne question. Faudrait que je regarde dans le temps de la loi 101 si le fédéral était intervenu au début ou il avait entendu à la fin. Mais je pense que c'est vrai, c'est pas juste on est à la fin, c'est vraiment à la dernière minute. Vraiment rendu à la Cour suprême. Ce que ça dit, c'est bon, mais c'est ça. Il y a déjà, dans le fond, c'est qu'il aime mieux laisser des groupes, peut-être financés par le fédéral, mais contester la loi 21 que ce soit le fédéral direct. Je pense que politiquement, ça paraît mieux. Bon, ça, c'est son premier élément. Puis ensuite, je pense que... Mais c'est pas juste à la Cour suprême, c'est à la dernière journée de la dernière minute de la Cour suprême. Parce que moi, c'est ça que j'ai compris. Là, parce qu'il y avait jusqu'à telle journée, telle heure pour pouvoir déposer, puis c'est ça qu'ils ont fait. C'est ça. Fait que c'est sûr que les délais sont courts, fait que souvent on fait ça dernière minute, mais dans tous les cas, il reste que c'est arrivé tard, le fédéral dans l'affaire. Fait que ça peut, c'est ça. Soit qu'il voulait laisser le monde, des groupes y aller plutôt qu'y aller lui-même. Puis tu sais, honnêtement, ils ont pas de bons arguments. Honnêtement, c'est sûr que je suis avocat au dossier contre eux autres, fait que je vais pas te dire qu'ils ont des bons arguments, tu sais. Mais tu sais, s'il y en avait des moins mauvais, je le dirais quand même. Mais pour vrai, tu sais, ils en plaident des arguments, là, ils en plaident des dizaines, là. Pourquoi ils en plaident des dizaines? Parce qu'ils sont tous mauvais, là. Tu sais, s'il y en avait deux bons, ils en plaideraient juste deux. Les autres dizaines de pas bons, ils les plaideraient pas, là. Ils se concentraient sur ces deux-là. Pour savoir si ton opposant dans un procès a des bons arguments, regarde son nombre d'arguments, là. Qui en plaide juste un, c'est parce qu'il est bon, puis il va tout mettre sa gomme là-dessus, puis il risque de gagner. Mais quand il en plaide 22, c'est parce qu'il n'y en a aucun de bon, fait qu'il tire partout. Puis il sait pas où la cible, puis il tire partout. En espérant faire peur. Exactement, tu sais, en espérant que... Mais ça se peut que ça marche, là, mais moi, pour vrai, je les trouve pas solides, leurs arguments. Puis le fédéral, qu'est-ce qu'il propose, ça tient pas debout, il est pas appuyé sur la jurisprudence. C'est vraiment, moi, j'ai l'impression qu'il y a une commande politique. D'ailleurs, au début, Carney disait il devrait pas y avoir d'usage préventif, c'est-à-dire utiliser la clause avant un jugement de la Cour suprême. C'était ça sa position, puis là, c'est même pas ça qui se retrouve dans ce que plaide le procureur général. Fait que là, ça veut dire que le politique a passé une commande, puis là, les avocats au dossier ont dit non, on peut pas faire ça, ça a aucune... Ça tient pas la route juridiquement, ce que vous nous demandez. Fait que là, ils ont inventé quelque chose d'autre qui tient pas plus la route. Mais tu vois que c'est n'importe quoi, là. Puis là, c'est ça, là, on parle beaucoup de Constitution du Québec, tu sais, puis on dirait que ça n'a pas l'air de faire l'unanimité, là, tu sais. Vous en avez parlé dans votre rapport, Pelcha-Rousseau, mais moi, de ce que je comprends de ma lecture un peu de tout ça, c'est que ça serait un peu de la poudre aux yeux, parce que il faut savoir, est-ce que cette Constitution-là, elle aurait préséance sur la Constitution canadienne? Parce que, tu sais, mettons, si on dit, mettons, je sais pas, on veut telle loi dans cette Constitution-là, mais que la charte a dit non, nous, on la valide pas, on l'autorise pas, ben, elle vaut quoi, cette Constitution-là? Fait que c'est un peu... Moi, ça, j'ai un peu compris, là. OK, donc, très bonne question. Fait que la Constitution québécoise, effectivement, puisque c'est pas la Constitution d'un Québec souverain, ce serait une loi qui est comme en dessous de la Constitution canadienne. Donc, si elle est pas conforme, elle peut... Bon... Fait que ça, c'est un fait. Fait que ça l'enlève peut-être une force, bon, un côté symbolique qui aurait été fort si ça avait été une constitution d'un pays souverain ou quoi. Mais ça veut pas dire qu'elle est inutile pour autant. Tu sais, il reste que ça peut être un symbole important. Tu sais, si mettons, on fait, mettons, une constitution, puis après ça, on crée une citoyenneté, puis après ça, on fait des cérémonies d'assermentation pour les immigrants qui deviennent québécois, puis qu'on décide qu'être québécois, ça a sa propre définition, puis c'est pas la même chose qu'être canadien. Tu sais, on peut... Il y a déjà plus une appartenance au Québec. C'est ça, tu sais, ça peut devenir une espèce de symbole. Finalement, il faudrait que ce soit peut-être plus
plus unanime, moins controversé ou quoi, là, mais tu sais, idéalement, ça deviendrait une espèce de symbole de être québécois. Oui, c'est le français, c'est notre histoire, c'est notre culture, mais c'est aussi notre constitution. Parce qu'on a une démocratie, une des plus vieilles au monde. On est un des pays les plus jeunes, mais tu sais, depuis 1792 qu'on a une démocratie, un début de démocratie au Québec, là, c'est pas rien, là. Fait que tu sais, on peut être fier de nos institutions démocratiques. Elles sont pas parfaites, mais elles fonctionnent bien. Puis là, on pourrait avoir une constitution qui consacre ça, puis ça deviendrait un symbole de ce qu'on est fier d'être québécois, que l'État, il est de langue française, il est laïque, il protège les libertés individuelles, il y a de quoi être fier. Puis ça peut servir à ça, même si juridiquement, il peut y avoir des jugements en compte. Ouais. Au-delà de ça, le symbole me semble important. Puis ensuite, même si la loi est sous la Constitution canadienne, elle peut quand même des fois essayer de l'influencer ou aller chercher des marges de liberté. Tu sais, comme mettons, dans le projet de loi Constitution, on propose que lorsqu'il y a un conflit entre l'égalité homme-femme et la liberté de religion, l'égalité homme-femme l'emporte. Bon, mais ça, c'est pas ce que prévoit la Charte canadienne. C'est pas ce que prévoit la Constitution canadienne. Fait que là, on pourrait dire, donc ça sert à rien. Non! Parce que le juge, la Constitution canadienne, elle prévoit rien là-dessus, la Charte canadienne. Fait que c'est pas interdit de faire ça. Mais si le Québec décide que l'égalité homme-femme, c'est au-dessus de la liberté de religion, ça se peut que les juges nommés par le fédéral disent bon ben on va respecter ça. La Charte canadienne dit pas le contraire, elle dit pas ça mais elle dit pas le contraire. Le Québec a le droit, puis par ailleurs le Québec c'est juste lui qui décide des relations privées là, la Charte canadienne s'applique pas, fait que pour des raisons techniques, ça a son importance, mais même là où il va y avoir Charte canadienne plus Constitution québécoise, c'est pas dit que les juges vont systématiquement tasser ils vont dire ils vont essayer de les concilier. Ils vont essayer de dire, bon, ben, ça, la primauté, égalité homme-femme sur la liberté de religion, c'est pas prévu par la Charte canadienne, mais c'est pas interdit par la Charte canadienne non plus. Puis c'est prévu par la Constitution québécoise. Donc, on va respecter la Constitution québécoise. Ça contredit pas frontalement la Charte canadienne. Moi, je pense que c'est comme ça que les juges vont faire ça. Fait que c'est pas inutile, mais c'est pas la Constitution d'un Québec souverain parfaite là, qui nous amènerait au nirvana constitutionnel. Là. On en est loin, c'est sûr. Ouais, c'est ça, la beauté d'avoir un pays. Là, j'avais une autre question là-dessus, je viens de l'oublier en faisant ce commentaire-là. Oui, c'est ça. C'est quelle loi doit être dans... Ouais, quel genre de loi doit aller dans une constitution? Parce qu'il y en a aussi qui critiquent ça. Tu sais, tu mets pas n'importe quelle loi là-dedans. Là. Il y a des affaires qui n'ont pas rapport là-dedans. Tu sais, fait que, malgré mon résumé de ça, là, tu me décrire qu'est-ce qu'ils veulent dire? Puis... Ouais, ben en fait, c'est que en gros, une constitution, habituellement, c'est des règles sur l'exercice du pouvoir, donc Assemblée nationale, Conseil des ministres, bon, des choses comme ça, puis la limitation du pouvoir, donc les droits et libertés, les juges qui peuvent invalider des lois. En gros, c'est ça, qu'est-ce qui rentre dans la Constitution, c'est exercice du pouvoir politique, limitation du pouvoir politique. Parce que c'est ça, la Constitution, c'est la loi des lois. La loi au-dessus des autres lois, exact. C'est ça, fait que tu sais, les autres lois qu'ils ont déjà, ben, ils peuvent pas s'appliquer si la loi dans la Constitution le protège. Tu sais que, mettons, on dirait dans la Constitution, bon, ben, une élection, c'est pour 4 ans. L'élection, si on vote pour les députés, c'est 4 ans. Puis là, la loi électorale, elle viendrait dire non, c'est 5 ans. Mais là, la loi électorale, elle serait invalide parce que la Constitution qui est au-dessus est 4 ans. Fait que c'est ça l'idée d'une Constitution. Fait que c'est ça. Fait qu'on met les grands principes, pas trop les détails. Fait que c'est ça l'idée. Fait que là, dans la Constitution qui vient d'être déposée, le projet de loi 1, je pense que ça respecte plutôt ça. Là. C'est beaucoup des symboles, bon, les droits et libertés, la langue officielle, le français. Bon, fait que ça me semble respecter cette logique-là de dire... Il y a l'avortement, là, on met certains droits et libertés. Ça, là, c'est controversé, l'avortement, pour d'autres raisons. Mais tu sais qu'il y a des droits et libertés individuelles, une constitution, c'est absolument normal. Là. OK. Puis aussi, on dirait que le problème qu'il y en a qui dit, c'est que ça en devient un enjeu politique. Tu sais que, dans le fond, ça devrait pas être un enjeu politique, puis au contraire, quand tu fais une constitution qui est tellement à la base, le fondement d'une société, tu sais, faut pas que ça soit politisé, parce que il faut qu'au contraire, ça rallie, puis ça soit rassembleur, puis ça rallie toutes les idées politiques pour que tout le monde soit unanime là-dessus, puis dit oui, c'est ça qu'on veut, tu sais. Donc, en théorie, ce serait bien. Ouais. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, moi, je suis très réaliste en politique. En politique, tout est politisé, tout est politisable.
Fait que moi, je crois pas à ça. Puis on le voit pour la Constitution canadienne, là, le Québec l'a pas signé. Fait que ça a été adopté dans la division la plus absolue entre les deux peuples fondateurs. En France, quand ils ont adopté la Constitution de la 5e République en 58, il y a plein de gens qui étaient contre le général de Gaulle. Il y a un référendum qui a passé largement, mais il y avait plein de gens qui étaient contre. Ça n'existe pas, là, une unanimité autour d'une Constitution. Si on attend ça, là, on n'aura pas. Puis d'ailleurs, parce qu'on a attendu ça longtemps, qu'on n'a toujours pas de Constitution. Fait que moi, là-dessus, je suis pas du tout, je suis très très réaliste. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ouais, exactement, c'est du rêve, là, puis c'est la meilleure façon de ne pas avoir constitution, c'est de dire, il faut l'unanimité, sinon on n'en veut pas, on n'aura pas. Regarde, ça va régler, ça va être simple de même. Fait que, mais une fois qu'on a dit ça, ça veut pas dire qu'il faut absolument, qu'il faut que ce soit juste la CAQ qui la vote en soutenant les oppositions, là. Moi, je le dis, bon, vous devriez consulter largement, les viennent de changer de position, ils vont consulter plus largement que prévu. Puis par ailleurs, il devrait vraiment y avoir des amendements des partis d'opposition, là. Tu sais, par exemple, je sais pas, moi, est-ce qu'on peut consacrer dans la Constitution le droit pour le gouvernement ou le Québec ou l'État de chercher à réaliser la souveraineté? On pourrait mettre ça dans la Constitution, là. On pourrait mettre, je sais pas moi, le droit à un logement décent et abordable. On devrait mettre ça, Québec solidaire devrait être pour. Pour le droit de chercher à réaliser la souveraineté, le PQ devrait être pour. Le droit des anglophones à avoir des soins de santé en anglais. Ben Si oui. on met ça dans la Constitution, les libéraux vont être pour, tu sais. Fait que moi, si j'étais à la CAQ, là, je mettrais 3-4 amendements, là, au moins 1 ou 2 pour chacun des partis d'opposition. Puis là, je leur dirais, ben là, tu sais, en voulez-vous d'autres? Si oui, dites-nous-le, on va voir si on peut le mettre. Puis après ça, les oppositions seraient quand même bien maudits de voter contre ce qu'ils veulent, là, tu sais, dans le fond. Fait que moi, j'irais comme ça. Est-ce que les 4 partis vont voter pour à la fin? Ce serait très surprenant. Mais idéalement, il y en aurait au moins 2, là. Ce serait pas l'idéal que ce soit seulement la CAQ qui vote pour. Avec la nuance suivante, c'est que parfois, dans une constitution, tu as la formule d'amendement qu'on appelle. C'est-à-dire que tu as une constitution, puis là, on dit, si on veut la modifier, ça prend, mettons, le 3/4 de l'Assemblée nationale ou un référendum. Quand on fait ça, là, on est dans un autre... Là, ça prend un consensus des partis, parce que ça voudrait dire qu'un parti, mettons, qui a 50% plus 1 des députés, il décide de la constitution, puis là, il dit, la prochaine fois que quelqu'un veut la modifier, ça prend un référendum. Mais là, puis là, après ça, il y a une élection, puis le gouvernement d'après, il peut plus modifier ça sans aller en référendum. Là, ça marcherait pas, là. Là, ça prendrait l'unanimité, idéalement, pour décider ça. Mais quand t'as pas de formule d'amendement, que tu dis, regarde, nous, on a adopté une loi 50% plus 1 à l'Assemblée nationale, puis après la prochaine élection, si les gens sont pas contents, ils vont voter contre nous, puis il y aura une autre majorité parlementaire, un autre gouvernement, puis à 50% plus 1, il défera notre constitution. Bon, mais ça pose pas de problème de démocratie. Ça fait en sorte que la Constitution est moins dans le marbre, puis est moins un gros symbole qui va rester pour les milliers d'années, là. Mais démocratiquement, c'est pas un problème, là. Ouais, parce que là, il y a quand même un gouvernement qui a plus quasiment aucun support de la population qui veut instaurer une constitution qui est la base d'une société. C'est ça, mais elle peut être modifiée après la prochaine élection. Fait que c'est pour ça que c'est moins dramatique que si un gouvernement impopulaire, avec 50% plus 1 des députés, décidait d'adopter une constitution puis de l'imposer, comme un peu a fait Trudeau. Lui, c'est ça qu'il a fait au fédéral, c'est qu'il nous a imposé une constitution, puis après ça, est difficile à modifier en plus. Fait que là, c'est un autre niveau de problème démocratique, là. Nous, c'est juste, bon, idéalement, la CAQ ferait pas ça tout seul, mais au pire, s'ils le font tout seul, au lendemain de la prochaine élection, le prochain gouvernement pourra l'abolir, la réformer, l'amender, pourra faire ce qu'il veut avec. Fait que on n'a pas un gros problème de démocratie. C'est pas l'idéal, mais c'est pas un scandale non plus. Mais idéalement, le gouvernement ferait des grosses consultations, accepterait des amendements des partis d'opposition, puis il y aurait 1 ou 2 ou 3 partis d'opposition qui voteraient pour. Ah, c'est cool. Merci d'avoir répondu à ma question. J'ai 2 derniers sujets que je veux te parler parce que c'est des textes que tu as écrits justement qui parlent de la droite puis le camp du oui. Tu sais, les conditions du ralliement. Je l'ai lu tout à l'heure puis tu sais, j'ai compris l'essence un peu du texte, mais j'ai pas tout compris par exemple. Fait que je sais pas si tu veux m'en parler. C'était quoi l'idée derrière? Donc, c'est une chronique dans le Journal de Montréal. Oui, donc, c'est ça. Pour les auditeurs, donc suivez-moi dans le Journal de Montréal chaque mercredi après-midi de mémoire qui sortent mes chroniques. Fait que cette fois-là, c'était ma première. Fait que j'avais eu tout l'été pour y penser. Fait que celle-là, des fois, c'est la meilleure, la première de l'automne. Fait qu'en gros, c'est qu'il y a un débat, entre autres, sur le site. Je me souviens plus si Pilule rouge. Pilule rouge, c'est ça. Ouais, c'est ça. De Yann et Frank. Yann et Frank qui débattent beaucoup de ça. Samuel Lamarche, bon, quelques autres. Fait que l'idée, c'est qu'il y avait des gens de droite qui réfléchissaient au cours de l'été. Bon, que le référendum, possible prise du pouvoir par le PQ, possible 3e référendum. Puis là, il y a des gens de droite qui se demandent, bon, est-ce qu'on devrait
appuyer le camp du oui? Est-ce qu'on devrait demander, oui, on appuie le camp du oui, mais juste si vous vous promettez qu'un Québec souverain protège les libertés individuelles ou qu'il y ait la place pour le libre marché ou bref, des éléments de droite. Fait qu'il y avait tout un débat là-dessus cet été. Fait que j'ai voulu contribuer au débat. Puis ma réflexion, c'était de 2-3 points. Puis le premier, c'était de dire, bon, il s'agit pas de dire, d'un point de vue de droite, on a des conditions... Puis si vous promettez pas une souveraineté à droite, on va voter pour le non. Tu sais, c'est pas ça, là. Faut tout de suite mettre ça au clair, là. Moi, je pense pas que ni personne à gauche, ni personne à droite devrait imposer les conditions, puis si on les respecte pas, de voter non. Tu sais, non. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire, si vous êtes de droite, vous devriez souhaiter un projet de Québec souverain qui va dans le sens de vos valeurs. Puis s'ils en font un truc de projet souverainiste d'extrême gauche, ben là, vous devriez peut-être... Ce serait normal de pas militer pour le oui. Le jour d'après ça, dans l'urne, il faut voter oui, puis après ça, dans un Québec souverain, prôner vos politiques de droite. Mais tu sais, fait que moi, autrement dit, ce que je dis, c'est qu'il y a une différence entre juste voter oui, en se disant c'est un projet de gauchiste qui va échouer, puis troisième référendum perdu d'avance, versus ah non, le camp du oui est rendu ouvert aux idées de droite, puis c'est plus une coalition large, puis là, ben on a des chances de gagner, fait que j'embarque, je vais militer pour le oui. Tu sais, c'est un petit peu ça mon esprit, c'est de dire à quelles conditions les gens de droite devraient militer pour le oui. Pas voter. Voter, ça devrait être un petit peu aller de soi de voter le oui quand on croit vraiment au Québec, en quelque part, là. Fait que c'était ça mon premier élément. Puis là, le deuxième élément, bon, ben, c'est quoi ces conditions-là qui fait que les gens de droite vont avoir envie, pas juste de voter oui, la mort dans l'âme en sachant qu'on va perdre, mais qui aura le goût de militer pour le oui, de convaincre les autres Québécois de voter pour le oui. Mais là, je dis, bon, ben, déjà, tu sais, il faudrait que le oui soit minimalement conscient que que le Québec appartient à un grand marché qui s'appelle le Canada. Parce que moi, dans le fond, sur la question nationale, ma position, c'est de dire qu'il faut que le Québec soit le plus libre possible sur le plan politique. Pour la laïcité, pour le protéger le français, pour toutes les bonnes raisons. Mais en même temps, je pense qu'il faut continuer d'appartenir à un grand marché qui s'appelle le Canada. Puis là, on le voit que les États-Unis, là, pour nos PME, pour nos... Ouais, puis un grand marché, ça veut dire libre circulation des personnes. T'sais, on veut pas de poste frontalier sur la rivière des Outaouais. Là. Je pense que si c'est ça le projet des souverainistes, le non va l'emporter. Là. On veut une libre circulation des personnes, des capitaux, des entreprises autant que possible. Puis ça, une fois qu'on dit ça, ça suppose d'avoir un minimum de confédéral ou de fédéral. En tout cas, ça prend une espèce d'organisme Québec-Canada qui minimalement gère un peu des politiques d'immigration en commun. Parce que sinon, tu sais, si on dit, ben nous, on des immigrants, on veut juste des francophones, mais que là, le Canada anglais a des anglophones, puis qu'il y a une libre circulation, ça marchera pas, là. Les immigrants canadiens vont venir au Québec. Après ça, on peut décider de pas leur donner des papiers, mais ça serait compliqué. Donc, il faut minimalement gérer avec le Canada un certain nombre d'éléments pour avoir un marché commun. Fait qu'une fois qu'on a dit ça, il y a deux façons d'arriver à ça. Soit on fait l'indépendance, mais souveraineté, association. Fait qu'on dit, on va faire l'indépendance, mais après ça, on veut être dans un marché commun avec le Canada, puis pouvoir faire des échanges d'un océan à l'autre. Puis pour ça, il va falloir un peu de structure Canada-Québec pour gérer un minimum de politique, de commerce extérieur, etc. Ou on dit, on va réformer le Canada de l'intérieur, on va aller chercher plus d'autonomie, on va faire des propositions de modification pour avoir toujours plus de liberté politique pour le Québec, en laissant un mini État fédéral juste pour s'assurer qu'on a un marché commun. Ouais, fait que c'est deux façons pour y arriver. Tout à l'heure, tu me disais que je rêvais un peu en couleur avec l'autre affaire. C'était un peu la même affaire pour ça. Dans mon autre rapport, qu'on n'aura pas le temps d'aborder, peut-être que je reviendrai une autre fois, le rapport Pro-Rousseau, on explique un peu qu'il y a moyen d'avancer dans ce sens-là. Peut-être pas d'avoir la totale liberté de politique, sauf le petit bout auquel on doit un petit peu renoncer ou qu'on doit exercer avec le Canada pour avoir le marché commun. On est loin de là, mais on est encore de la marge. Avant de dire, tu sais, on n'a plus rien faire, on est bloqué dans le Canada, on peut pas... Non, moi, je pense qu'il y a de la marge, qu'on peut encore accroître la liberté politique du Québec dans le Canada. Bon, ce qui veut pas dire qu'il faut voter non demain matin, là, c'est pas ça le point, mais c'est juste, il y a comme une autre option. Mais une fois qu'on a dit ça, donc, ça me mène à penser qu'il faut que l'association avec le Canada, ce soit au cœur du projet souverainiste. En tout cas, parce que c'est pas vrai qu'on va aller chercher 50% plus 1 du monde en disant qu'on n'aura plus accès au marché canadien. Là. Ça marche pas de même. Là. Ben moi, idéalement, moi, je souhaiterais vraiment comme une union monétaire canadienne. Exactement, la monnaie. Très, très bon point. Moi, un peu comme l'Europe. Je te suis 110%. Ouais. L'Union européenne, mais pas avec toutes les avec moins de bureaucratie. Puis des politiques. Là, eux autres, c'est trop, moi, là. c'est contraire. C'est tous les pouvoirs politiques, ça serait aux provinces. Mais un peu qu'est-ce qu'il aurait dû être le Canada initialement, que Absolument. le Canada, il soit juste, qu'il s'occupe dans le fond un peu des frontières, l'armée,
puis la monnaie, les passeports. Ouais, exactement. C'est ça l'affaire. Mais la là, monnaie, ils ont tellement centralisé tous les pouvoirs, Totalement avoir la d'accord. main libre partout, là. Ils peuvent faire Totalement n'importe d'accord. Puis quoi. ton point sur la monnaie est super intéressant parce que là, les souverainistes, le PQ, flirtent un peu avec l'idée d'un dollar québécois. Tu sais, mais Nicolas Marceau, il en a parlé un peu d'un livre, là, c'est pas clair. Là. Je pense qu'avec leur livre bleu, ils vont probablement revenir au dollar canadien. Mais tu sais, des fois, il y en a qui disent, ouais, mais au début, on va avoir le dollar canadien, mais on se garde la possibilité plus tard d'avoir un dollar québécois. Moi, je dis, arrêtez ça, là. Les boomers, ils ont des centaines de milliers de dollars en réel, en dollars canadiens. Ça là. leur fait peur. Arrêtez ça, là. C'est perdant, là. Tu sais, en 95, là, il y avait même une pancarte du oui, là, que c'était un UR. C'était un gros dollar canadien. On est assez vieux pour se souvenir de ça, là. Je l'ai chez nous à pancarte. Exactement. Fait que, tu sais, c'était pas juste un élément qu'on avait un peu honte, là, parce qu'on savait qu'il fallait garder ça, mais on n'aurait pas voulu. Tu sais, on voulait pas l'avoir, mais on l'avait quelque part d'une note en bas de page dans un programme souverainiste. Non, là, c'était au cœur de la campagne, là. Puis ça, faut que les souverainistes en reviennent à ça, là. Sinon, c'est un échec. Puis, tu sais, d'un point de vue de droite, là, tu sais, je pense que les gens de droite, puis moi, je suis pas mal centre-droit, tu sais, où je suis rendu à mon âge. Puis, tu sais, je me dis, non, moi, je veux la souveraineté, je veux le plus de liberté politique, c'est vraiment important, mais la prospérité aussi, là. Puis c'est pas vrai, tu sais, si on s'appauvrit, là, c'est pas vrai que notre culture elle va aller aussi bien, que notre langue va aller aussi bien. Non, là, faut être riche. Puis moi, je pense que le Québec, c'est à la fois comme de défendre notre héritage qui nous vient de la Nouvelle-France, le français, le droit civil, notre culture, notre histoire. Faut se battre à ça à mort, mais en même temps, faut être hyper moderne, hyper riche, hyper prospère, hyper sur les libertés individuelles, la technologie, tout. C'est ça le Québec. C'est les deux, hyper enracinés, puis hyper dans la modernité, puis la prospérité. Puis c'est de tenir ces deux affaires-là qui sont en tension, puis c'est pas simple. Fait que puis le projet de souveraineté, c'est la même chose. Donc, oui, il faut une liberté politique pour protéger notre langue, notre culture et tout, mais en même temps, il faut que ce soit un projet pour la prospérité. Donc, ça prend un grand marché canadien. Puis après ça, quel sens on donne à ça? T'sais, après ça, c'est sûr que je comprends la rhétorique de dire, ben là, on dit oui, puis après ça, on s'ostinera sur les politiques plus tard, mais on peut-tu minimalement expliquer qu'est-ce que ça pourrait offrir comme possibilité? Là? Tu sais, le fameux en 95, c'était oui et tout devient possible, mais ce qui est bon comme slogan, mais tu sais, c'est quoi? C'est ce tout-là, ça peut ressembler à quoi? Puis moi, ce que je pense, c'est qu'on devrait miser sur on va s'enrichir. On veut devenir la nation la plus riche au monde, tu sais. Puis il y a des cas, là, tu sais, Singapour, là, avant l'indépendance, c'était pauvre. Une fois qu'ils ont eu l'indépendance, ils sont devenus riches parce qu'il y avait une position géographique, il n'y a pas juste ça, mais l'Irlande, même chose. C'était les plus pauvres dans l'Occident, là, c'était la famine, là, au 19e siècle. Ils sont devenus indépendants, ils ont baissé les impôts ces entreprises, puis aujourd'hui, ils sont riches. Tu sais, on peut-tu avoir un projet souverainiste qui est autre chose qu'on va avoir un gros État, puis il va avoir des grosses prestations sociales, puis des gros programmes sociaux lourds, puis là, on va avoir la souveraineté, fait qu'on va avoir encore plus de programmes sociaux. On va prendre les gros programmes sociaux du fédéral, on va les ajouter à nos gros programmes sociaux pour avoir des encore plus gros programmes sociaux. Je suis pas sûr qu'on va aller chercher le 50% plus 1 avec ça, puis je suis pas sûr que c'est une si bonne idée. Mais si on se dit, on fait l'indépendance pour être le plus riche possible. Après ça, la gauche va vouloir la redistribuer, la richesse. Puis la droite va vouloir que chacun, selon ses efforts, ait plus ou moins d'argent. Mais ça c'est accessoire. Mais on peut-tu faire le pays pour s'enrichir? Même les gens de gauche devraient être d'accord avec ça, là, parce qu'il faut bien qu'ils financent leurs programmes sociaux. Fait qu'il me semble que moi, c'était ça le sens de mon article, de dire oubliez pas le marché commun qui est essentiel pour la prospérité, puis donner un sens à la souveraineté, qui est évidemment l'identité, qui est l'histoire, qui est toutes les raisons qu'on connaît qui sont encore bonnes, mais on peut-tu en faire un projet pour s'enrichir? Il me semble qu'il y aurait quelque chose à faire avec ça. Moi aussi, j'ai une critique des fois à faire à la droite, tu sais, parce que moi, je me considère de gauche, centre-gauche, mais puis tu sais, c'est ça, très souverainiste. Puis des fois, on dirait, j'ai l'impression que la droite est vraiment pas loin de la souveraineté. Ils sont même autant quasiment souverainistes que moi, mais c'est tout le temps fait de façon conditionnelle. Puis qu'est-ce que je trouve triste là-dedans, c'est que je fais, mais pourquoi vous laissez la gauche s'approprier la souveraineté ou le mouvement souverainiste ou tout ça? Pourquoi vous avez tellement à gagner de faire, ben faites votre camp, Chris. Faites-les, peut-être pas un parti, ou peut-être un parti, mais tu sais, faites-les parce que en ce moment, toutes les valeurs que vous avez, le Canada est très contre vous autres. Vous avez beaucoup plus à perdre de choisir, ben moi je m'implique pas, statu quo, mais Chris, tu vas perdre avec le Canada. Tu as bien plus à gagner à militer pour un souverainiste plus de droite. Mais tu sais, au lieu de le faire comme moi, faut que vous me convainquiez. Non. Embarque, fais-les, mais de ton bord, puis on va chicaner, puis on va essayer
je te suis. débattre, de s'échanger. Moi, c'est ça que je trouve un peu... je veux pas dire risible, parce que je veux pas me moquer d'eux autres, tu sais, parce que j'ai énormément reçu de gens de droite. Puis je parle avec, Frank, entre autres. Il y a Frank là-dedans, mais tu sais, il y a de toutes les manières qu'on me les a présentés comme du monde, qui sont contre telle valeur, puis telle affaire, ils sont super parlables, puis là, une fois que tu leur rends compte, tu sais, Chris, ils en demandent pas tant que ça, tu sais, comment ça fait que moi, je suis capable d'avoir ce genre de proximité-là, mais qu'on n'arrive pas à se parler. Fait qu'en tout cas, moi, c'est un peu genre ma réaction. J'ai parlé avec Jeff Fillion pas plus tard qu'en début de semaine. Puis tu sais, je l'écoutais, puis j'ai pas voulu trop le challenger sur des affaires parce que c'est pas vraiment le mandat du podcast. Mais j'ai essayé un petit peu, tu sais, pourquoi vous battez pas, tu sais, man? Vous avez autant à gagner, vous avez tellement plus à gagner. Je pense que c'est ça un peu le sens de ma chronique, tu sais, c'est-à-dire... c'est évident que les politiques woke, ça vient du fédéral plus que de l'État québécois, puis que les gens de droite sont contre ça. Puis l'espèce de grosse bureaucratie, puis les taxes à pu finir, c'est notamment lié au fait qu'on a 2 gouvernements plutôt que d'en avoir un. Fait que tu sais, il y a clairement des arguments là, objectifs pour souveraineté, ou en tout cas très très vaste décentralisation là, pour les provinces. Donc la droite devrait être sensible à ça. Mais là, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi comment on peut articuler ça politiquement? Tu sais, faut-tu comme que système... Autrement dit, j'étais en réflexion en me disant, pis c'est un peu ça le sens du texte, c'est de dire, est-ce qu'il faut pas essayer d'avoir quelle forme ça pourrait prendre, je sais pas. Tu sais, faut-tu avoir un manifeste d'intellectuels de centre-droit? Est-ce qu'il faut un autre parti politique? Est-ce qu'il faut que les souverainistes de la CAQ s'organisent ou les gens de droite au PQ? Tu sais, je sais pas exactement. En tout cas, il faut que tout ce monde-là se parle, je pense. Tu sais, puis l'idée, c'est de dire, est-ce que, s'il est pour avoir un 3e référendum, comment on peut se parler, puis comment on peut s'entendre, puis comment on peut essayer de peser sur le camp du oui pour que ce que j'évoquais tantôt, puis d'autres idées que d'autres personnes de droite pourraient amener, puis pourraient penser que ça s'inscrit dans une démarche souverainiste, pourraient avoir leur place, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça, là. Je pense que c'est il faut organiser ce monde-là, là. Intellectuellement, là, il faut produire des idées. Les gens limite souverainistes, ou en tout cas très, comment dirais-je, super autonomistes, ouverts à la souveraineté, ou vraiment souverainistes, tu sais, vraiment au sens large, tout le monde qui veut plus de liberté politique pour le Québec, qui ont une sensibilité de centre-droite. Là, il faut se parler, faut produire des idées, puis éventuellement, il faut peut-être s'organiser. Fait que moi, je suis là, j'en profite de ton podcast, je pense qu'il y a du monde qui t'écoute, c'est pas tous des gauchistes, fait que il y a quelque chose à faire. Puis, fait que s'il y en a qui s'intéressent, écrivez-moi, guillaume.rousseau@sherbrooke.ca. Je suis là-dedans, là, avec d'autres gens, on commence à penser à ça. Comment on peut penser le projet de la liberté du Québec au sens large, d'un point de vue vraiment axé sur l'importance de la prospérité, en plus de la langue, de la culture, de l'histoire, tu sais. Donc, un peu dans une optique de droite au sens large. Il y a quelque chose à faire avec ça. C'est pas encore clair dans ma tête, qu'est-ce que je veux faire. Puis j'attends de co-construire ça avec d'autres, mais assurément, il y a de quoi faire. Mais c'est très cool, tu sais, parce que comme je le disais au début du podcast, pour avoir une démocratie saine, ben il faut que tout le monde qui ait des idées, tu sais, à moins qu'ils sont dans un extrême total, là, tu sais, mais tout le monde qui ont des idées, qui soient de gauche ou de droite, se sentent libres d'en parler, puis qu'ils n'aient pas honte d'en parler. Puis moi, je crois pas à ça de diaboliser son adversaire politique, puis d'y coller des étiquettes, puis tout ça. Je trouve au contraire, ça nuit au discours public, puis ça nuit au tissu social. Moi, tu sais, je trouve tout ça. Là, fait que bref. Hey, Guillaume Rousseau, c'était vraiment fun. Vraiment. J'avais d'autres questions, mais gars, t'en reviendras. Non, c'est clair. Je vais pas trop prendre de ton temps. Non, j'en reviens sans faute. Surtout si ça bouge là, de ce qu'on vient d'évoquer et tout. Là, faut qu'on s'en reparle sans faute. Ben, merci parfait. pour l'invitation. Un gros merci. T'en as parlé. Fait que si le monde veut te suivre ou suivre tes affaires, Facebook, Instagram, Twitter. Insta, pas trop. Plus LinkedIn, Facebook, Twitter. Puis mon courriel est facile à trouver à l'Université de Sherbrooke. Aussi, je suis directeur d'un programme de droit politique. Okay. Si on a des gens, des étudiants au bac en Sciences Po ou en droit qui pensent faire un 2e cycle, écrivez-moi. Je dirige un programme de droit et politique de 2e cycle. Donc voilà, ça ressemble à ça. Puis sinon, chronique au Journal de Montréal. Oui. Puis tout peut arriver à Radio-Canada. À peu près une fois par mois, un samedi par mois avec Marie-Louise Arsenault. Donc je suis un peu le nationaliste, centre droite de service. Puis j'aime bien ça, là.
il y a des beaux débats, c'est une belle émission que j'aime bien. Fait que voilà, suivez-moi, puis souvent je fais de même, puis je réponds à tout le monde qui m'écrit, là, j'essaie toujours de prendre le temps de répondre aux gens qui prennent le temps de m'écrire, puis je pense après le passage à ton podcast, je pense que je vais me faire connaître par du nouveau monde, fait qu'hésitez pas à m'écrire. Là, très cool, man. Fait qu'encore une fois, gros merci, Guillaume Rousseau, professeur en droit à l'Université de Sherbrooke aussi, qui a co-signé le rapport Pelcha-Rousseau. Un gros merci. J'en profite pour dire aussi un gros merci à mes commanditaires, procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Puis en plus, ils t'offrent un beau cadeau qui est la poche de café du WhatsApp en Podcast. Plus, t'es un gros buveur de café. C'est ça va te tenir réveillé pendant que tu fais tes rapports, puis tes travaux, puis tes corrections, puis tout ça. Génial, merci. Fait qu'un gros merci. Merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé le podcast, je vous encourage à en parler puis à le partager. Ou sinon, on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde. Ciao.